RGB 99.2. Il est 20h. Bonsoir RGB 99.2. Est-ce que tout le monde s'entend ? Tout le monde s'entend, mais on était un peu assommé par la chaleur. Alors heureusement que toi t'as démarré à l'heure. C'est vrai. Parce que sinon, c'était le drame. Est-ce qu'on préciserait pas le nom de l'émission par hasard ? Attends, je consulte mon portable. Cette émission s'appellerait Cinécure, mais je demande confirmation autour de la table. Oui, tout à fait. Je confirme. Alors c'est Cinécure sur Radio RGB 99.2 ou radio-rgb.net. Et tout à fait. Est-ce qu'on présenterait pas tous nos intervenants On peut d'abord préciser que, comme d'habitude, le générique, c'est un Ennio Morricone. Puis là, on a fait dans le classique, dans le sur, le clan des Siciliens avec Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura, et voilà. Et donc, autour de la table, eh bien, la marée montante de Sine Qua Non se poursuit dans Cinécure. Nous avions Rebecca dans l'émission du mois de juin, et dans cette émission de juillet, nous avons Foucault le loup. Ouais. Foucault le loup. Oh là là là. Ça, c'est un nom de KPDP, ça. Je suis le chevalier de Foucault le loup. C'est ton pseudo de gamer ou c'est le vrai nom Moi, je peux pas le dire, c'est un secret, ça. Ah, c'est un secret. Donc, bienvenue à Sine Qua Non et bienvenue à Foucault. Merci beaucoup. À côté de Foucault, nous avons déjà un célèbre... Un célèbre Bora. Un célèbre Bora, oui. Qui n'est pas encore constructeur dans le milieu du cinéma, mais ça ne saurait tarder. Et qui adore, qui est très conciliant dans ses critiques. Oui. Et puis de l'autre côté, nous avons... Superman des quiz. Oui. Ah, Superman des quiz, mais là... Isabelle, et puis en face de Alexandre, vous avez humblement Laurent. Voilà, Alexandre Ken comme Ken et Barbie, mais avec un cul, voilà. Moi non plus, c'est pas un pseudo. Bon. Et bien après cette réflexion qui a tout de suite situé le débat de l'émission pour les 2 heures qui vont suivre, non, on va parler de l'actualité du cinéma. L'actualité du cinéma, c'était bien sûr la canicule. La canicule qui a permis d'atteindre des niveaux de fréquentation des salles records, autant pour la qualité des films qui sont sortis ce mois-ci que pour les gens. Pour la clim, c'est ça ? Que pour les gens se mettre au frais pour la clim, et tout le monde finalement y trouve son compte. On a vu dans les salles des gens... Les marchands de glace aussi sont heureux comme tout. Les marchands de glace, c'est les cinémas, beaucoup. Ils ont capté ça. Les marchands de glace dans les cinémas. Les marchands de glace dans les cinémas. Donc c'est très bien. On a eu des films qui ont fait des scores records, des films qui avaient mal démarré comme De Gaulle et puis qui remontent en flèche. Il y a beaucoup de films qui font des scores tout à fait satisfaisants. On est parti pour une très bonne semaine de séance du cinéma à 5 €. Donc, mais ceci dit, il ne faut pas quand même que l'avenir de la France soit sacrifié sur l'autel du cinéma, parce que ça fait quand même quelques dégâts, et beaucoup de dégâts par ailleurs. Donc voilà, l'actualité essentielle du cinéma, c'était cet accident climatique qui s'est transformé en bonheur cinématographique. C'est une maigre compensation, mais bon, c'est déjà ça. On va attaquer directement, et on attaque généralement par la rubrique Mammouth. Alors là, il y en a 2, Toy Story 5, mais on va diviser la tâche, et on va se pencher sur le deuxième, Disclosure de Steven Spielberg, qui a un budget de 116 millions de dollars US, donc il est éligible à la rubrique Mammouth, où il faut avoir plus de 100 millions de dollars de budget. Je pense que beaucoup de gens ont vu le film autour de la table. Moi, je l'ai vu, tu l'as vu ? Oui. Et tout le monde l'a vu, mais donc
C'est le spécialiste mammouth attitré, donc tu vas démarrer avec Disclosure Day de Steven Spielberg. Et oui, le grand spécialiste des mammouths est de retour. Vous avez, si vous commencez à comprendre l'émission, parfois Paléontologue, quoi. Ouais. Parfois je casse les mammouths, parfois j'adule les mammouths. Et là, je vais plutôt aduler, non pas parce que c'est Spielberg. Ce qu'il faut savoir, c'est que Disclosure Day, on revient au premier temps de Spielberg, c'est-à-dire l'envie de montrer des extraterrestres type E.T. ou Rencontre du troisième type. Et, C'est vrai que c'est pratique la lumière au bout du doigt. Effectivement. Et là, le film dit quelque chose de très intéressant, en tout cas sur la société de maintenant. Et il y a quelque chose parfois de très mignon aussi dans Disclosure Day. Alors, le film joue sur l'attente de quelque chose, d'une vérité attendue par le spectateur. Tous les personnages sont liés par le mystère et la conspiration d'une société à la marge du chaos. Fais gaffe, c'est complotiste ce que tu viens de dire. L'idée de Spielberg ici, c'est que les images ne fonctionnent plus pour atteindre la vérité. Elle est davantage manipulée, les images. Le film a pour objectif, en tout cas, de se baser sur l'écoute des autres. Il y a un mot en particulier dans le film qui dit précisément ça et qui, en tout cas, appuie mon propos. C'est se baser sur l'écoute de nous-mêmes. Puisque le monde, en tout cas, bascule dans la fragilité de l'entente. Alors, Spielberg, en tout cas, il continue à briller de manière brillante la mise en scène. Il filme tout à fait bien les extraterrestres, comme il a pu faire dans les années 70, dans les années 80. Et ce que je peux en dire encore sur le film, c'est que Emily Blunt, celle qui joue la présentatrice météo, elle a une palette qui est assez impressionnante. On l'a vu dernièrement dans Le Diable s'habille en Prada 2, où elle a beaucoup joué la comédie. Là, elle incarne en tout cas quelque chose de très différent, en tout cas de ce qu'on peut voir d'habitude chez elle. Voilà. Mais pour moi, Disclosure Day, c'est une véritable réussite, en tout cas. Oui, alors, c'est un film d'actualité parce que, et ce n'est pas un hasard, le film est sorti le jour où les États-Unis d'Amérique ont décidé de déclassifier tout un tas de documents relatifs aux objets volants non identifiés. Et donc, ils vont pouvoir être vus et chacun se faisant une opinion. On va enfin savoir si c'est Predator, Alien ou Voilà. Star Wars qui a raison, quoi. Voilà, exactement. Mais l'opinion de Spielberg, elle est faite depuis longtemps. Lui, il dit c'est injuste que les extraterrestres ne soient pas apparus parce qu'avec tout ce que j'ai fait pour eux, à travers E.T. et Rencontre du troisième type, bon, le pitch, c'est simple, c'est un dissident on dirait de l'agence de renseignement américaine, Daniel Kellner, qui est Joss O'Connor pour l'acteur, qui est poursuivi parce que lui a décidé de sortir les documents et donc il va être poursuivi par une agence d'État, mais va intervenir à un moment donné Emily Blunt, alias Margaret Fairchild, qui est une présentatrice météo sur KCXKEK de Kansas City. Et donc, Wardex, qui est une entreprise d'État, va essayer de récupérer le dissident. Et puis, ce dissident, sa seule planche de salut, c'est d'aller rejoindre une organisation dissidente de Wardex. Et voilà, tout le problème est là. Alors, simplement, les extraterrestres interviennent parce qu'il y a un certain nombre d'artefacts qui ont été alors implantés dans ces deux fugitifs et ils vont pouvoir avoir des dons. Fugitif, Depardieu et Pierre Richard, c'est vrai? Voilà, non, c'est pas ça. Ils vont avoir des pouvoirs tout à fait paranormaux pour se sortir de ces situations. Mais Wardex aussi, à travers ce qu'ils ont pris sur les extraterrestres et sur le fait qu'ils les suivent depuis des dizaines d'années, vont avoir également un certain nombre de pouvoirs pour les traquer. Donc, en fonction des uns et des autres, comment ils arrivent à se repérer, à se chasser, à s'évader, c'est tout l'intérêt du film, qui est autant un film de science-fiction et de réflexion sur
il est temps qu'on nous dise la vérité sur les extraterrestres que un film, un thriller, j'allais dire policier, absolument à couper le souffle. Et il a réussi à concilier les deux. Donc moi, j'ai la même opinion positive, pour une fois, que Bora. Et j'ai beaucoup aimé ce Spielberg. Ouais, moi, je l'ai trouvé très humaniste parce que empreint d'empathie. Alors, la mise en scène de ce 37e long métrage du réalisateur de E.T. est virtuose, tout y est. C'est à la fois universel et contemporain, avec un scénario signé du scénariste star David Koepp. On est dans un film d'action et de suspense, doublé d'un film très philosophique proche du conte. Pour faire court, je dirais que c'est un blockbuster paranoïaque, parfois dérangeant, très divertissant et avec de nombreuses références à son œuvre. Alors j'avoue avoir préféré The Fabelmans pour l'émotion, mais amateur du genre et surtout des films de Spielberg. Mais pourrait voir Fabelman, ce ça film. le renvoie à son passé, Spielberg. Oui, Ouais. mais voilà, c'est plus mon genre de film, quoi, on va dire. Mais Oui, malgré donc, ça, tu as aimé. j'ai aimé et les amateurs du genre apprécieront. Bon, Ce donc, genre de une film. très bonne cuvée de Spielberg. Oui. Il y a presque unanimité autour de la table. Mais je crois que c'est un très bon film. Et en plus, dans ce film, il y a un animal éligible pour le sanglier d'or. Et donc, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah, bah voilà, au moins un problème de résolu. Ouais, Là, je rappelle, pardon, que David Koepp, c'est lui qui a écrit Spider-Man, Mission Impossible, Jurassic Park, J'ai Men cru que in tu allais Black. dire Spider-Man Mission Cléopâtre, et je le connais pas. celui-là. D'où le côté star de ce scénariste qui n'a plus Oui, ça fait un grand-chose à beau tableau de prouver, quoi. chasse, hein. Voilà, exactement. un beau tableau de chasse. Oh, ça, c'est perso. Dans le film, au début, le monde est proche du chaos, hein. Il y a des guerres partout, tout le monde s'affronte. Donc, pour nous remonter un peu le moral et puis avoir un sourire aux lèvres, tu pourrais peut-être nous parler de La comédie française. la comédie française. Oui, parce qu'enfin, une comédie drôle. Tellement de films se réclament de ce... Dire que c'est censé Voilà. être drôle, une comédie. Voilà, On c'est en a censé plus être drôle, et l'habitude. ben celle-là l'est vraiment. Donc c'est réalisé par Martin Darondeau et Bertrand Huskla. Et alors le pitch, 3 heures, c'est le temps qui reste à Nina, metteuse en scène, pour procéder aux derniers ajustements avant la première de Macbeth, le soir même à la Comédie Française. Le problème, c'est l'accumulation d'imprévus, personnels, techniques, autant de bâtons dans les roues qui secouent la troupe. Nina va-t-elle parvenir à sauver la représentation? Telle est la question. Alors, on rit beaucoup dans cette comédie très rythmée qui parvient à montrer avec justesse et presque en temps réel les débuts fracassants d'une jeune débutante dans la mise en scène au sein de la fameuse institution. Le compte à rebours, c'est exactement ce qui s'est passé sur le tournage. En effet, en raison de travaux, la salle Richelieu était disponible. Les auteurs ont donc écrit le scénario et tourné tambour battant en quelques mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les acteurs sont des sociétaires ou pensionnaires de la Comédie Française. Leur expérience et leur efficacité a permis de réduire les prises et les répétitions. D'autre part, les scénaristes et réalisateurs, soucieux d'authenticité, ont multiplié les entretiens avec les comédiens de la troupe. Du coup, de nombreuses scènes du film s'inspirent de faits réels et ça se sent dans le film. Voilà, ça devait être une série à la base de la Comédie Française, mais le projet s'est enlisé. Les producteurs ont alors proposé de faire un long métrage, et tant mieux parce que c'est très, 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 très réussi. Voilà, donc je recommande chaudement. Et puis, à l'origine, les réalisateurs ont fait des courts-métrages, mais ils n'avaient pas fait de long-métrage encore. Non. Donc, c'est leur premier long-métrage. Ils voulaient passer un cap et ils avaient proposé l'idée à Canal+. Mais Canal+, évidemment, pense à sa boutique et a dit très bien, on va en faire une série pour Canal. Oui. Et il voulait le faire en série sur Canal. Et puis, le producteur a dit non, finalement, ça pourrait faire un film sensationnel. On va le faire au niveau film dans les locaux de la Comédie Française. Et Canal+, s'est laissé fléchir. Et donc, ils ont tourné dans la Comédie Française, mais comme il y a un planning ultra serré, ils avaient très peu de
de jours entre la fin de la saison de la Comédie Française régulière et le début de la suivante pour tourner. Ils étaient ils sont tournés en 3 semaines. Je l'ai vu en avant-première, donc il y avait un des 2 réalisateurs qui était présent, qui est vraiment un jeune réalisateur, hein, quand on le voit. Et donc là, je pense qu'ils ont fait très très fort parce que comme c'est des comédiens du français, il y a Daniel Lebrun, l'ex-héroïne de Vidocq, qui a pris un peu de bouteille. Guillaume La mère de Gallienne, Vincent Lindon dans Belle Maman. Il y a Guillaume Gallienne, il y a tout. Laurent Stocker. Laurent Stocker. Oui, il y a un super casting. Il y a un hein, super casting. Tous les acteurs sont tous plus bons les uns que les autres. Il n'y a vraiment aucune faiblesse au niveau de l'interprétation. Le rythme de la mise en scène est très important. Ça s'affaiblit pas du début du film à l'autre. Et les gens rient. C'est pas simplement que c'est drôle. Il y a longtemps que j'avais pas entendu une salle qui rigole, qui se tape sur les cuisses, Dis donc, ça fait 15 minutes que ça a commencé, Cinécure sur Radio RGB 99.2, et on n'a toujours pas dit du mal d'un seul film, c'est fou. Non, mais... Ah oui, mais on est là aussi parce qu'on aime le cinéma. C'est la chaleur, ça fracasse. Hein. Donc, mais il faut dire que là, dire du ça mal attendrit les cœurs. Dire du mal de la Comédie Française, ça aurait été vraiment un crime. Hein. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ce film. C'est vrai que ça se fait trop abs. Non, mais on est un monde où on est tout le temps dans la critique, où les gens se sautent à la gorge pour un oui, pour un non. Voir un film qui fait rigoler et puis qui est très bon, surtout, c'est un bon rire, parce que c'est un rire de qualité. Donc voilà, moi, je n'en dis que du bien. Et surtout, courez le voir parce que c'est... Voilà, puis les réalisateurs sont sympas. Enfin, moi, je n'ai vu que Martin Darondeau, mais c'est pas prétentieux du tout. Même si vous venez au cinéma parce qu'il y a la clim, là, venez pour ce film qui est bien, visiblement. Il y a la clim et le film. Voilà, bon. Donc, alors, il faut trouver un film où on puisse dire du mal. Non, vous n'êtes pas obligé, hein. À moins que Borat ait quelque chose à éclater. Quel est le film que tu n'as pas aimé, Borat ? Non, mais attends, il y a quelqu'un qu'on n'a pas entendu. Et oui. Donc, tu as insisté pour qu'on parle d'un film de 97, mais qui est ressorti, Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Alors, pourquoi et tu nous rafraîchis un peu la mémoire. Tout le monde n'a peut-être pas vu la ressortie de Boogie Nights. Donc, alors, je ne suis pas sûr que je vais en dire beaucoup de mal, mais en tout cas, je peux en parler un peu. Alors, Boogie Nights, donc, c'est un film de Paul Thomas Anderson. C'est son 2e long métrage qui sort donc en 97. Et on est plongé dans un club de Los Angeles dès le début du film, dans les années 1970, où Jack Horner et Maggie, donc respectivement un réalisateur et une actrice de pornographie, vont rencontrer le jeune Eddie Adams, qui a pour rêve de devenir donc une grande vedette connue de tous, en utilisant donc son atout le plus précieux, le don que lui a réservé la nature, un corps fantasmagorique et son sexe de 30 cm. D'accord. Voilà. Pour sa première chronique, il attaque fort. Hein. Ouais, donc, tu sais comment faire des audimates, c'est bien. Exactement. Après quelques pardon, j'ai été déstabilisé forcément. Désolé. Après quelques hésitations un peu molles, Eddie décide de tout lâcher pour suivre 30 cm, un peu molle. C'est ça, non mais je continue dans le thème, mais c'est pas fini. Eddie décide de tout lâcher pour suivre ce réalisateur et sa bande de production dans une aventure pour les chantes, réaliser un film de pornographie qui donne envie, vraiment envie, aux spectateurs de rester même après avoir joui. Et Eddie n'a que des bonnes idées pour faire cela, à commencer par son nom de scène qui sera donc Dirk Diggler. Dirk Diggler. Voilà. Mais au milieu du film, le temps commence à passer, le succès se finit vite, trop vite, et malgré les prix décernés, Eddie vieillit au rythme de ses rails de coke jusqu'à devenir un acteur inutilisable, jetable, que notre époque qualifierait même de recyclable. Le problème, c'est que Eddie se recycle mal et vit, ou en tout cas essaye de vivre d'arnaque en arnaque. Il est important de préciser aussi que l'on suit également très en profondeur tous les autres membres du groupe de production, actrices, preneurs de son, etc. Alors, est-ce que, la grande question de cette ressortie en 4K, c'est est-ce que le 30 cm de Dirk Diggler valait le coup d'être vu autant en précision ? Alors évidemment, c'est une question vide, un espèce de paravent, mais qui me permet juste d'expliquer que le thème de ce film, la pornographie, est aussi un paravent permettant de se hisser bien plus haut que 30 cm. Parce qu'effectivement, lorsqu'on met ce film à nu, il reste surtout l'ambition d'un jeune créateur aux aspirations artistiques, vite broyées par l'industrialisation de la création. En fait,
les acteurs et les actrices vont devenir progressivement des stars, c'est-à-dire des produits de la société. Et les opérateurs, les régisseurs vont vouloir produire toujours plus. Bref, comme dans tout processus d'industrialisation, on assiste au déliement de la communauté dans la seconde partie du film, et on passe de jalousie en intérêt individualiste en jalousie de nouveau. Donc, industrialisation de la création. Si les idées sont géniales, on va les produire encore plus. Si les idées ne sont plus bonnes, on va sûrement vendre plus, et tant pis si ça nous contraint à prôner et à véhiculer des idées machistes, toujours plus violentes, ou à utiliser les nouvelles technologies sans se poser la moindre question de ce qu'on laisse derrière nous. Voilà. Or, pour moi, c'est là où le film devient brillantissime, et dans cette critique de l'industrialisation de la création, on aperçoit déjà un peu le Paul Thomas Anderson qui sortira 2 ans plus tard Magnolia, parce que la réalisation nous montre que malgré l'industrialisation, nous sommes quand même liés les uns aux autres. C'est comme ça, c'est obligé. Chaque malheur qui arrive à l'un des personnages a des répercussions sur l'autre. Ta peine est ma peine, ton addiction est mon addiction. Et forcément, ça blesse. Effectivement, Paul Thomas Anderson fait ressortir cet invisible de nos vies, les liens qui nous unissent tous malgré l'industrialisation, grâce à des transitions et à des plans, à des thèmes musicaux qui se superposent les uns aux autres, et à des fils scénaristiques des différents personnages qui se croisent et se recroisent. Voilà, et toujours avec son question, humour noir brillantissime. tu dis ressorti, ça veut dire que c'est visible dans un certain nombre de salles à Paris? Oui, exactement. Alors moi, je l'ai vu au Brady, mais en fait, il est passé dans plein de films, et pas que plein de cinémas, et pas que des cinémas de rétrospective. Voilà. Et je crois que pour une première chronique, c'est quand même assez fort. Donc, Alexandre, Ouais, non, elle est très bien, elle est très bien. Non, mais donc- Il faudra revenir. après une première chronique, on ne peut passer que le morceau Absolute Beginners de David Bowie. Ah, bien Parce joué, que- ouais. Bien joué, bien joué. Parce que là, ça s'impose. Je vois pas comment on peut faire autrement. Ah, Ouais, c'est pas marrant sinon. Voilà. Ah, le matos. on a un nouveau matériel, donc il y a un petit besoin d'accoutumance. Voilà, il a chaud lui aussi. Allez, à tout de suite après la musique. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. With eyes completely open,
nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling. There's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my love is your love. De retour sur le plateau de Radio RGB 99.2. Alors on interrompt David Bowie parce qu'en vérité le morceau fait 8 minutes 42. Donc, ça aurait fait une chronique de moins si on avait laissé au bout. Et on voit la maîtrise de notre ingénieur du son, à qui j'avais dit un petit fondu discret au bout de 5 minutes, et il s'est exécuté avec maestria. Ouais, désolé pour le disque qui a sauté, mais ça c'est Bah, c'est oui, pas drôle sinon. Bah, puisqu'on parle de... On va rentrer dans le vif du sujet. On ne peut pas éluder plus longtemps le grand rock qu'il y a au milieu de ce mois de juin, cinématographiquement parlant, c'est la bataille de Gaulle. Donc l'âge de fer sorti le 3 juin. Et la bataille Il y a de encore Gaulle... un autre Astérix qui sort là, je suis pas au courant moi. Et la bataille de Gaulle numéro 2, j'écris ton nom, qui devait sortir le 3 juillet et qu'on a avancé d'une semaine pour qu'il puisse bénéficier à plein de la fête du cinéma, ce qui est le cas. Alors comment définir ces deux épisodes ? Dans la bataille de Gaulle, l'âge de fer, donc le numéro 1, c'est l'arrivée du général de Gaulle à Londres. Comment il va essayer d'exister alors qu'il arrive tout seul, avec pratiquement personne. Et la première mission, ça va être de conquérir l'Afrique équatoriale française. Je rappelle, c'est pas tout à fait expliqué avec précision dans le film, que l'Empire français était divisé en deux en Afrique. Il y avait une partie Afrique occidentale française, l'Algérie, le Sénégal, l'LGBT, le Mali, et pas le Mali, la Côte d'Ivoire, etc. Donc cette partie Est qui était la plus riche et la plus dominée depuis longtemps. Et puis une conquise beaucoup plus tard, parce que notamment pris après 1914 aux ex-colonies allemandes comme le Cameroun. Alors il y avait le Cameroun, il y avait le Congo, il y avait le Bangui actuel, hein, et puis il y avait le Tchad. Ça, c'est l'Afrique équatoriale française. Et il va essayer pour exister, de rallier une partie de l'Empire, parce que l'Empire, c'est des richesses, mais c'est aussi des troupes. Et il ne peut pas rester tout seul général. Donc on voit comment, avec les premiers alliés, un certain capitaine Leclerc, qui va prendre du galon. C'est de pire en pire. Il va essayer de rallier l'Afrique occidentale française, et comment il va échouer dans un premier temps à rallier l'Afrique équatoriale française, et il va échouer à conquérir l'Afrique occidentale française avec un spectaculaire échec devant Dakar, et puis également le fait que cette Afrique occidentale française, elle est dominée par Vichy avec des troupes importantes, et elle est fidèle à Vichy, et elle met en place d'ailleurs presque un décalque des mesures qui sont dans l'Hexagone. On voit le tout début de la résistance, avec un individu dont on se demande si c'est juste un exemple de résistance, mais on va voir que dans l'épisode 1, il va avoir un rôle tout à fait déterminant. Le 2, c'est vraiment De Gaulle et les Américains, quoi. Quand les Américains décident, après que les Allemands leur aient déclaré la guerre en décembre 1941, de venir en Europe et de préparer les différents débarquements et leur domination, eh bien, De Gaulle va devoir après Churchill, il va falloir se positionner face aux Américains. Et c'est toute l'histoire du 2, j'écris ton nom, de comment faire exister
la France libre, l'imposer aux Américains, comment ne pas succomber à tous les oukas américains qui ont dit ça ne sera pas celui-là, ça sera celui-là, mais ça ne sera jamais De Gaulle, quoi. De Gaulle, c'est un type dangereux, il ne faut surtout pas le mettre en avant. Dans les deux, il y a des hauts faits d'armes. Alors, je tiens à préciser dans le 1 que quand on voit des types qui arrivent avec des pistolets et 3 pirogues pour convertir un pays de l'Afrique occidentale française, ça, c'est pas du cinéma, ça s'est passé comme ça. Ça peut sembler extraordinaire, mais ça s'est passé comme ça. Oui, les hauts faits d'armes qui ont fait exister les troupes de la France libre, c'est évidemment la bataille de Bir Hakeim avec le général Koenig, alias Benoît Magimel. Et puis dans le 2, c'est la bataille pour Tobrouk, où ils vont aider les Anglais. La bataille sur la ligne Marette en Tunisie, où ils vont affronter une Panzerdivision. Et là, c'est le capitaine devenu colonel, devenu général Leclerc, qui est aux premières loges. Voilà, grosso modo, pour lancer le débat, comment ça s'articule. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, je suis pas de la même. Moi, j'ai appris que Bir Hakeim, c'était pas qu'une station de métro, là, du coup. Non, c'est pas qu'une station de métro. Et Leclerc, d'ailleurs, c'est un surnom, Oui, parce qu'il s'appelle De Haute-Cloque. Cloque. De Haute-Cloque, c'est une vieille noblesse française. Mais il y a un côté film Leclerc avec son ami Auchan, Carrefour. Il y a un côté film à grand spectacle français avec un gros budget, et ça fait du bien de voir un film français à très gros budget. On en avait déjà vu sur Les Trois Mousquetaires lors des Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo lors des Lequel des Trois Mousquetaires, celui qui est sorti avec les femmes à la place des hommes, là Oui, mais celui-là, il a fait un bid monumental. Avec Les Trois Mousquetaires avec des hommes à la place des hommes, ça a fait un gros carton niveau entrée. Donc voilà, je vais arrêter là, mais parce que comme tout le monde l'a vu, il faut que tout le monde parle. Donc, Bora, tu enchaînes. Alors, la bataille de que ça Gaulle. saute. Et que ça saute. Non, on a compris depuis des années que la politique de Pathé, c'est de transformer l'idée d'un blockbuster français en un objet hollywoodien. Vous voyez tout de suite la première problématique de cette politique de Pathé, c'est que moi j'ai un problème avec ça, c'est que on a trop souvent l'idée que on n'a pas l'identité d'un cinéma français. On se rattache souvent au cinéma américain dû au fait de l'impérialisme américain et des influences que le cinéma américain peut donner en tout cas au cinéma français et au cinéma de spectacle. Évidemment, oui, parce qu'il faut faire comme les Américains, parce qu'il faut que le grand public s'attache, parce qu'ils sont le grand public qui n'ont pas trop souvent l'habitude d'aller au cinéma, il faut qu'ils s'attachent à une identité. Et c'est cette Coca-Cola vaincra. Et c'est cette identité-là qu'il faut que le film s'accroche. Et donc, du coup, le film se divise en deux parties, forcément. L'âge de fer est peut-être la première partie qui est très moyen pour le coup. Rebecca avait expliqué ça et j'ai réécouté derrière quand j'ai vu le film. Je suis à peu près d'accord avec elle. Peut-être sur 2-3 points où je nuancerai sur ces 3 points. L'une des principaux problèmes du film, de ce film précisément, c'est son esthétique. Le problème du film, c'est que l'esthétique tend beaucoup plus vers quelque chose de très publicitaire. Tous les intrigues, tous les personnages qui sont montrés, la façon dont on montre les personnages, on a l'impression qu'ils débarquent dans une publicité. Pire même, la façon dont on introduit des personnages, on a l'impression qu'on regarde un Marvel. Enfin, la façon dont on présente Jean Moulin comme si c'était Captain America. Tony Stark. Jean-Tony Stark. Le général de Gaulle en Tony Stark. Enfin, il y a d'autres façons de montrer que ça, quoi. Churchill, c'est Thor, non, c'est pas ça. Oui. Mais le film aussi a un problème de montage aussi. Le montage est valable peut-être sur les deux films, ça aussi. Le montage est très bancal, réduisant parfois ces épisodes historiques à vouloir condenser ces épisodes historiques. Et du coup, on se retrouve parfois avec certains épisodes historiques. C'est très frustrant parce que parfois, ça dure que 2 minutes. Je prends par exemple un exemple c'est typiquement qui me vient en tête, c'est l'épisode de Bir Hakeim. Ça dure que 2 minutes seulement. Alors oui, peut-être qu'il y a des contraintes de production, peut-être qu'il y a des contraintes de scénario par rapport à ça et qu'il faut aller vite parce que déjà 2h40, c'est déjà assez balèze. Et au total 5h20, ça commence à faire lourd.
Le problème, c'est qu'en réduisant ces épisodes historiques et aussi en élargissant ces intrigues qui ont parfois pas forcément lieu d'être, il y a un petit défaut de construction et il y a un manque d'axe dans l'âge de fer. La façon dont aussi, qui m'a assez surpris, c'est la façon dont on caricature les personnages, de tourner à l'autodérision, par exemple, à la relation entre De Gaulle et Churchill. On se croirait dans les guignols de l'info. Mais c'est vrai. Non, à aucun moment je ne rigole parce que je sais pas, c'est pas très drôle en soi. Alors oui, peut-être qu'il faut désacraliser le côté très sérieux du. Alors, Churchill a une hygiène de vie impeccable dans le film. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est pour alléger peut-être le propos, Oui, c'est un film de guerre. peut-être. quoi. Bah oui, forcément, les gens ont besoin de quelque chose de plus léger Ouais. en soi. Bon, tant mieux. Et C'est tellement drôle une explosion pourtant, c'est bizarre. Et 2 points aussi pour finir sur l'âge de fer. Ensuite, je passe à J'écris ton nom. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est de montrer la personnalité de De Gaulle pas seulement comme une bataille géopolitique, mais aussi comme une bataille psychologique, puisqu'il est tout seul finalement. Le mec, il n'a pas de soutien, il n'a pas d'allié pendant toutes ces années, et je pense que ça, c'est valable aussi pour l'âge de fer. Le général, en tout cas, combat en quelque sorte sa solitude. Aucun match sur Tinder, ouais, le mec est seul. quoi. Et c'est plutôt très intéressant de montrer cet aspect du général de Gaulle. Alors, Rebecca a surligné un peu l'aspect image d'archives et prise de vue réelle. Oui, effectivement, ça ressemble plutôt à l'Institut national d'audiovisuel. Ça, c'est encore une problématique de mettre à chaque fois des images d'archives et de ne pas dialoguer avec. C'est souvent du remplissage pour rallonger en tout cas le film. Donc voilà, ça, je termine sur l'âge de fer. Passons à J'écris ton nom. J'écris ton nom, en tout cas, le film est déjà meilleur, puisque tous les défauts que j'ai pu citer dans le premier volet sont partiellement retirés ou allégés. C'est moins hémorragique en termes de montage, il y a moins d'esthétique publicitaire et il y a moins de caricature. Donc, dans tout ça, il y a quelque chose qui se dégage, il y a la construction de 3 axes qui se répondent plutôt bien au final, et qui forment en tout cas une idée autour de la résistance, autour de l'orgueil et de la liberté. Et je trouve que c'est un film qui est extrêmement fort, et quand vous voyez le dernier quart d'heure, ça vous donne un message d'espoir, et surtout par rapport à ce qu'on vit, par rapport à maintenant. Le schéma, en tout cas, autour de De Gaulle, pour terminer sur ça, puisque j'en ai déjà beaucoup parlé sur les 2 films, le schéma autour de De Gaulle, en tout cas, n'a pas été un héros. Il ne le place pas comme un héros, le cinéaste, pendant toute la guerre. Donc, c'est très intéressant de voir ce parti pris par rapport au général De Gaulle. Voilà. Donc, le premier film, je suis très mitigé. Le deuxième film, c'est un bon film. Voilà. Foucault. Et je vais rebondir un peu sur ce que tu disais. Je suis d'accord dans l'ensemble. Moi, j'ajouterais juste que en introduction, quand on le regarde comme ça, comme un téléspectateur, sans se poser trop de questions, déjà on apprend un nombre de choses hallucinantes. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est des choses qu'on a vues au collège et on apprend quand même plein de trucs. Et puis on pleure beaucoup. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, alors certes, c'est une esthétique américaine et donc évidemment on s'attache, mais on est vraiment pris dedans. C'est-à-dire que moi, J'ai appris qu'il y avait une guerre mondiale, moi. C'est j'ai un appris premier ça. point. Hein. Ouais, tu vois, on apprend des tas de choses. Mais je confirme. Ouais. Et je trouve ça fort aujourd'hui de réussir à rassembler un certain nombre de Français pour pleurer de nouveau devant la résistance. Donc ça, c'est le très bon point du film selon moi. Après, je te rejoins totalement sur l'esthétique un peu super-héros. Et pour moi, en fait, ça engendre un deuxième problème. D'une part, cette esthétique, elle contraste avec des plans documentaires qu'ils ont essayé d'intégrer dans le film. Et donc, on a l'impression qu'il y a une ambition réaliste en fait du film, parce qu'il y a des plans documentaires, etc. Et en parallèle, une esthétique super-héros en fait, qui du coup ne fonctionne pas tellement avec ces plans documentaires. La deuxième conséquence de ça, c'est que effectivement, De Gaulle, même s'il il est présenté un peu comme un anti-héros, mais qui reste héros, c'est-à-dire qu'il y a souvent des plans contre-plongée, etc. Et il a un rôle un peu caricatural. J'ai 2 exemples. Quand il y a des attaques des Allemands, donc des blitzkrieg sur Londres, et que tous les bâtiments explosent, l'entièreté des diplomates va se réfugier. De Gaulle reste dans la salle et passe même la tête par la fenêtre pour regarder les explosions. Personne ne ferait ça en temps de guerre. Bon, quand son avion se crache en Afrique centrale, il n'a pas une égratignure et il en profite pour faire des discours philosophiques. Tout ça, c'est des choses que je trouve pas... Ça rend le film plus léger et peut-être plus accessible, mais je trouve que dans une ambition réaliste, ça ne Puis il marche se pas. pose sur une rivière et il n'y a pas un crocodile, quoi. Et il y a des éléphants. Il y a surtout 3 Est-ce que éléphants. quand l'avion il se crache, est-ce qu'il dit même pas mal après hein
Il est à 2 doigts et il n'y a pas de crocodile, mais il y a des éléphants et un coucher de soleil. Donc Non, il y a une- les crocodiles ne mordent pas le général de Gaulle. c'est ça. Voilà. Il y a une sorte d'esthétisation en fait De Gaulle, c'est Chuck Norris en fait. une sorte d'esthétisation de ce drame en fait enfin des situations qu'ils ont traversées qui n'étaient pas drôles et qui n'étaient pas belles, je pense. Mais donc voilà. Et donc le problème de cette esthétique super-héros, c'est aussi que ça donne l'impression, il y a une espèce d'élitisme de la résistance en fait, où chaque personnage est un peu présenté comme le Messie, que ce soit Leclerc, que ce soit De Gaulle, etc. Chacun a son grand moment. Il faut aussi rappeler que la résistance, c'était des citoyens. Pas une seule fois, on voit des citoyens dans les maquis. Il y a le très beau poème Liberté, qui moi j'avais les larmes aux yeux quand il est passé, mais il y a aussi René Char, par exemple, qui lui a été dans la résistance, a écrit des poèmes à ce moment-là. On aurait pu partager ses poèmes, parce que c'était des poèmes de citoyens qui vivaient la guerre. Ça aurait été intéressant de voir sa sensibilité à ce moment-là. Ah, puis le papier, ça coupe. Donc, quand t'écris un poème et que tu te fais attaquer, tu peux C'est ça. te défendre avec, quoi. Mais voilà, mais donc dans l'ensemble, moi j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup appris, mais j'étais juste déçu de cet élitisme un peu de la résistance. Et voilà, et de l'esthétique globale du film. Et je rejoins aussi Bora sur l'humour, où j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes blagues qui sont faites sur des décalages, etc. Mais de rendre drôle des situations de conflit entre Churchill et De Gaulle qui ne devaient pas être drôles, de rendre drôle un crash d'avion. Moi, c'est des moments où les gens rigolaient dans la salle et je trouvais ça un peu problématique dans la perspective historique globale. Après, ça rend le film plus Mais léger. je pense qu'ils Oui. sont de telles situations de tension que parfois il faut rire, quoi. Parce C'est que possible, sinon, oui, sinon c'est t'exploses. Isabelle. Oui, bah, moi je tenais à rendre hommage à Simon Abkarian parce que je le trouve absolument remarquable. Et il parvient à incarner avec justesse l'homme en exil, passionné, fragile et déterminé. Et voilà, c'est un film qui est à la fois spectaculaire, rythmé, intelligent, efficace, émouvant même. Donc j'adhère totalement à ce film. Alors ça, c'était la première partie, L'âge de fer. Alors évidemment, J'écris ton nom est une allusion, on en a parlé au poème de Paul Éluard, Liberté. Il y a beaucoup d'émotions rien qu'à l'évocation de ce poème. Un message d'espoir face à l'occupation allemande écrit et publié en 1942 et parachuté à des milliers d'exemplaires par les avions britanniques au-dessus du sol français. Et voilà, je trouve que globalement, ce diptyque ambitieux est un blockbuster réussi, servi par un casting exceptionnel, dans un lyrisme qui donne du souffle à cette période sombre et glorieuse de l'histoire de France. Alors, voilà, on apprend sur l'amitié de Churchill et de Gaulle, mais on apprend aussi l'ingérence américaine jusqu'à la monnaie, les billets fabriqués pour la France, et la neutralité de Roosevelt, très vichiste, qui contraint De Gaulle solitaire à s'entendre avec Giraud après la mort de Darlan. Voilà, moi, c'est des choses que je ne connaissais pas. Et puis, voilà, donc, moi, j'adhère complètement. Je rappelle à mes camarades aussi qu'il y a des choix à faire et que, et que émailler le film d'archives, je trouve que ça replace le contexte. Et c'est pas plus mal entre cette légèreté qui peut lui être reprochée et les images d'archives. Je trouve qu'il y a un équilibre qui est, que je trouve bon. Donc voilà, moi, je Pour ne dis que du bien. conclure, moi je dirais que ce qui l'emporte, paradoxalement, ce que tu vois comme un défaut, moi je le vois comme une qualité, d'avoir un film d'un certain côté tourné à l'américaine comme un blockbuster. À partir du moment où c'est un blockbuster français, ça fait du bien, quoi, parce que des blockbusters américains, parfois j'ai une overdose. Et de voir qu'on peut mettre 70 millions dans un film en France, ça donne plein d'espoir pour la suite du cinéma français. On a passé un certain plafond de verre au niveau budget, et si le film marche bien, il a démarré doucement, mais il rebondit de façon fantastique au niveau entrée, ça va permettre énormément de choses. Et puis je salue aussi le fait que, enfin, on se met à traiter le cœur de la Deuxième Guerre mondiale avec des rayons et des ombres sur Lucher, père et fils, vraiment sur le cœur de la collaboration, et puis là sur le général de Gaulle qui est le cœur de la résistance. Moi j'ai beaucoup aimé ce film, mais je suis sorti parce que je suis allé voir le film avec quelque part un peu de suffisance. Je m'explique.
j'ai toujours été passionné par la Deuxième Guerre mondiale et je pense que comme ça, sans préparation et sans notes, je pourrais vous faire un descriptif brillant de l'opération Barbarossa depuis l'offensive du 22 juin jusqu'à Stalingrad et retour à Berlin. Et j'aurais été incapable de faire la même chose sur l'itinéraire du général de Gaulle, les ralliements successifs de l'Empire français et comment il s'est dépêtré face aux Américains. J'avais une notion, mais non pas une réalité. Et le fait d'apprendre quelque chose, et on apprend beaucoup de choses, c'est une qualité majeure du film qui emporte tout. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à ce film. J'ai eu des échos dans certaines salles. Le film a été, notamment le 2, a été applaudi à la fin. Donc, ça prouve que ça a touché quelque chose. Donc, bon, on ne dissuade pas les gens d'aller le voir quand même. Bien sûr. Bon, Non. donc, il faut aller voir le général de Gaulle. C'est toujours quelque chose qui peut servir la France. Bon. Waouh, Didier Gustin, Laurent Gérard. Bon, alors évidemment, après, de quoi peut-on parler après le général de Gaulle on va parler d'un scandale à l'héritage. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. David parce et que Laura n'ont toujours rien? C'est ça que tu nous il dis? il y a toujours des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes. The Christopher, par exemple, c'est ça, quoi. Enfin, l'héritage. On essaie d'un presque mort de le faire Le remettre à futur part. héritage. Le futur héritage. Parlez-moi de toutes ces pensées mauvaises. Isabelle, allez. Oui, alors le pitch. Les enfants de l'artiste peintre Julian Sklar, figure emblématique du pop art à Londres dans les années 70, font appel à une faussaire. La faussaire, c'est Laurie Butler. Et ils font appel à elle pour terminer en secret une série de 8 tableaux inachevés, les Christopher. Ils veulent ainsi pouvoir vendre après sa mort les toiles retrouvées. Et pour ça, il faut engager Laurie comme assistante auprès de Julian. Alors ce film est tout à fait passionnant parce que le face-à-face théâtral entre les deux acteurs, presque un huis clos, C'est-à-dire le peintre et l'assistante, et la l'assistante. faussaire. Voilà. Oui, ça symbolise l'héritage, la transmission et également le choc des générations. Les dialogues croustillants deviennent une véritable bataille rangée doublée d'une réflexion sur la création. Le duo transgénérationnel fait mouche et le film d'arnaque devient savoureux, intelligent et même émouvant. Les acteurs sont parfaits et parviennent à convaincre, ce qui n'était pas gagné. D'aucuns crieront à l'exercice de style, et alors, ça n'empêche pas le film d'être réjouissant, voire même jubilatoire, à ne pas manquer en tout cas. Alors, le saviez-vous, Ian McKellen a 87 ans. Rappelez-vous, c'est lui qui prête ses traits au magicien Gandalf dans la saga du Seigneur des Anneaux. C'est Magneto aussi dans les premiers X-Men. Et toi, Ouais. tu vas crier quoi, Bora? Bah, je sais pas si j'en garde un bon souvenir de The Christophers parce que, alors déjà, Steven Soderbergh, c'est quelqu'un qui est très fascinant pour moi parce que c'est le réalisateur qui est capable de filmer à l'iPhone et derrière de faire un film comme ça. Donc, il a des films qui sont très différents dans sa carrière. Alors, The Christophers, ça me fait beaucoup penser à ces films de casse, par exemple les Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13. Oui, il y a un petit côté très comique, un peu scène de ménage entre les deux acteurs. Ça en dit long sur la question de l'héritage et la question de l'héritage dans l'art, quoi. Je trouve que c'est intéressant, cette idée de passation, de transmission, même de très pédagogue. Il y a quelque chose de très pédagogue dans ce film. Après, le film n'est pas non plus si brillant que ça. Je trouve que après, la mise en scène est très, 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 très académique et même un peu plomb-plomb. Donc, c'est pour ça que ça m'a un peu laissé... Plomb-plomb, un peu plan-plan, un peu... un peu. Moi aussi, j'ai cru qu'il y avait du plomb C'est dedans. le côté huis clos, Oh, c'est-à-dire qu'on non, est c'est quand pas- même C'est pas la question du huis clos dans pour moi. deux mais- lieux, dans un lieu unique, et, c'est très théâtral. Oui, alors c'est plus le côté théâtral. Le huis clos, ça me dérange pas. Le huis clos, on peut faire de très belles choses avec la mise en scène, mais c'est plus le côté théâtral qui me dérange en soi. Donc après, oui, les acteurs fonctionnent plutôt bien, acteurs et actrices fonctionnent bien, le tempo comique fonctionne plutôt bien. Je sais que ça a beaucoup ri dans ma salle, donc tant mieux. Et non, il y a quelque chose de très intelligent dans ces tableaux et dans cette question de l'héritage et de la transmission. Après, est-ce que le film reste en mémoire dans ma tête? Bon, malheureusement, non, c'est pas le cas. Mais
Moi, je suis très reconnaissant à Steven Soderbergh et à chaque proposition, parce que le mec, il peut faire un film de fantôme avec Présence, un film d'espionnage 2 mois après avec The Insider, et l'année suivante, le mec, il fait un autre film, un film qui n'a rien à voir avec sur l'art. Je Ouais. sais même pas ce qu'il fait l'année prochaine. Carrière très hétéroclite. Oui, oui, oui. Ah non, mais c'est bon, pour moi, c'est quelqu'un qui est très fascinant. Il a vraiment une très belle carrière. Donc, il n'est pas assez reconnaissant d'ailleurs, mais il le faudrait à notre cher Steven Soderbergh. Il y a deux Steven qu'on a pu parler dans Cinécure Steven Spielberg et Steven Soderbergh qui ont sorti les 2 films en même temps. Donc, Ouais. c'était très marrant. Jamais 203. Est-ce qu'on pourrait parler d'un des films de Steven Seagal, par Oh, exemple? j'allais la faire en plus. J'allais la faire en plus. Bon, on va avancer un tout petit peu le quiz qui est un petit peu difficile parce que j'ai été sinistré sur le plan technologique, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, donc j'ai dû faire un quiz à partir d'un best-of de musique de film qui ne sont pas tout à fait l'interprétation originale, mais par contre les thèmes sont là. Alors ça renforce votre difficulté, mais c'était ça ou supprimer le quiz, et le quiz c'est quand même une des signatures de l'émission, donc on ne pouvait pas... on ne pouvait pas supprimer le quiz. Alors, on va essayer, sans trop se planter, de commencer le quiz par le premier morceau. Il faut deviner un film. C'est parti. Ça fait les dents de la mer un peu. Ouais, c'est Les ça. dents de C'est la Les mer. Dents de la hein. mer. Ouais, bien joué. De Stephen Spielberg, Bien joué. dont on a parlé dans l'émission, sorti en 1975. Musique de John Williams, et donc c'est le thème des Dents de la mer, et là ça s'accélère. Ton, 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 ton. Avec Roy Scheider, Richard Dreyfuss et Robert Shaw. Alors, deuxième, donc finalement, bien que ce soit un orchestre, c'était quand même reconnaissable. Oui. Ouais, quand même. Allez, deuxième morceau. James Bond. Non. Non, Non, Hitchcock. Hitchcock. Psychose. Psychose. Psycho. Psychose. Film d'Alfred Hitchcock 1960, musique de Bernard Herrmann, avec Anthony Perkins, Janet Leigh et Vera Mice. Le La morceau, fameuse- c'est The Murder. Bah oui, c'est The Murder. C'est là. Le troisième, c'est plus récent. Je dis pas que c'est sorti hier, hein, mais par rapport à 1960, Ah. c'est plus récent. C'est début 61. Non, je plaisante. Morceau 3. Ah, ouais, j'ai l'impression de l'avoir. mais- Ouais. Vous avez tous les trois vu le film. Vision. Non, ça ressemble. Non. Oui, puisque vous avez vu C'est le pas film. Basic Vision. Instinct. Basic Instinct. Ah ouais. Ah ouais, tu mets de des Paul vieux films, Verhoeven, mais- 1992. Sharon Stone, Never Forget. Musique de Jerry Goldsmith avec Sharon Stone dans le rôle de Catherine Trammell et Michael Douglas, l'inspecteur Nick Curran. Pour l'instant, on est sur un triplé d'Isabelle. Là. Elle a mis un Ah, hat-trick. C'est extrêmement rare. Finalement, cet accident permet à Isabelle de mettre un triplé comme Léo Messi. C'est ça. Et donc, Dembélé. Dembélé. Soyons aussi. patriotes. et Léo Messi. Oui. Mais surtout Mais Dembélé, le- quand mais même. Mais non. Mais le Messi, ça transcende. Mais non. Ouais, les Dembélé, ils sont pas Non, mal. les aussi, hein. Dembélé, ils sont très très bien. Mais les Mbappé sont. Sont pas mal Ouais, aussi. ça regardables va, aussi, c'est- ils sont c'est un jeune exceptionnels. joueur qui débute. Bon, allez. Morceau suivant. Alors. C'est parti. Ah, c'est pour ça, c'est pour Bora. Voyage, voyage. Non, c'est pas ça. Ça ressemble à du Donna Summer, mais non. Moi, je vais donner le nom du compositeur. C'est Giorgio Moroder. Ah, Ah. Ah, mais c'est pour ça que je me disais, ça me disait quelque chose. Là, parce que Thomas Bangalter avait joué récemment. Scarface. Un film de Alan Parker. Mississippi Burning. Un frère de Tony. Mississippi Burning. Moi, je pense à Birdie, mais c'est pas Birdie. Non, avec Brad Davis en vedette. Les hommes du président. Non, c'est pas. Ah, Ça se passe dans un endroit où en Turquie. où on travaille beaucoup, où on bosse fort.
En Chine par Ouais, ça exemple. se passe en Turquie. Oui. C'est Midnight Express. C'est Midnight Express, quadruplé Ah ouais. d'Isabelle. Oh là là, Oh là là. Incroyable. prends trop d'avance. Alors ça, là, j'ai mis un film quand même dans le quiz où normalement vous trouvez pas, mais seulement normalement. Donc la normalité est faite pour être bousculée et transcendée. On y va. C'est parti. C'est pas mal ça, au Bosphore. C'est Eric Serra, quelque chose. Non. Vous connaissez pas le compositeur. Ah ouais. C'est un film de 1995. Vu la musique, j'aurais dit 1980, mais. Ah oui, mais Goldfinger. avec une actrice que j'aime pas, mais avec Sandra Bullock en vedette. Sandra Bullock. Il n'y a pas Stallone dedans. Non. Ah, donc j'avais raison, c'est le film qu'ils allaient pas trouver. Il faut plus d'indices. Ouais, donne-nous Bon, deux c'est un indices. film de Irwin Winkler. Ça a vachement Ah, m'aider, ouais. ça. Alors, ça a rapport avec le drame technologique que j'ai vécu ce mois-ci. Coupure de la fibre, Pas loin. Pas de réseau. coupure d'internet. Pas de réseau. Non. Bah, je l'ai mis exprès vu ce qui m'est arrivé. C'est Track sur Internet Ah oui. de Irwin Winkler 1995. Musique de Mark Isham, ça vous pouvez pas trouver. Mais la musique est super. Même Ouais. si on la connaît pas. Ah ouais. Non mais je pouvais pas résister vu ce qui m'est arrivé. J'ai dit je vais leur mettre. En l'occurrence, le traquer sur Internet, c'était moi, le pauvre de moi. Ah, la suite, vous devriez trouver. Yves Montand. Morricone. Ce morceau, oh non, parce que ce morceau a été composé par Frédéric Witherly en 1916 dans les tranchées. Mais le film se passe pas en 1916. Hein. Alors dans ce film, il y a Roger Carrel, Il n'y a pas Yves Montand. il n'y a pas Yves Montand, Rocher Carrel. il y a Michel Galabru dans le film. Il y a François Cluzet aussi. François Cluzet. Il doit pas être bien vu aussi, il y a Galabru et tout. Il y a Alain Souchon dans ce film. Ah, Il y a Suzanne Flon dans ce film. Je suis complètement raillé. Et enfin, il n'y a pas Isabelle Adjani. il y a Isabelle Adjani. Donc, l'été meurtrier. L'été meurtrier. C'est le quintuplé. Moi maintenant je vais être Bravo, commentateur. Commentateur du quintuplé. Ouais, c'est ça. Bon, Mon là- seul rôle dans cette émission. Là, le film, il reste 2 morceaux. D'habitude, Le morceau suivant, c'est le film facile. Là, si vous connaissez pas cette musique de film, c'est que quelque part vous C'est que vous êtes intéressez nul. pas vraiment au cinéma. Merde. Putain. Oh putain, je l'ai sur le bras. Allez, fais un 6 contre 0. Ah, le troisième homme. Voilà. Ah oui. Carol Reed. Le troisième homme, Carol Reed. avec musique de Anton Karas, avec, pardon, Non, je disais de Carol Reed. de Carol Reed en 1949. Mais la musique, le film est resté regardable et puis la musique est Oui. devenue légendaire, faut quand même reconnaître. Et enfin, le dernier de ce quiz. Musique de Ennio Morricone. Ah, je l'ai moi. Ah ouais, mais non. Ah, mais il a le programme de Maurice. Non, non, mais sans le programme, je l'ai. Est-ce que je peux dire Sean Connery? Bah, tu l'as dit. Sur un scénario de David Mamet. Avec Andy Garcia. Ah, c'est vrai qu'il est dedans. Ah, il est dedans, ouais. Allez, on va... Al Pacino! Non, Robert De Niro.
Ah oui. Non, mais c'était pour diluer les indices, tu vois. C'était important. Robert De Niro, Andy Je Garcia. suis trompé d'italien. Robert De Niro, Andy Garcia et Sean Connery. Sean Connery. Alors là, Je vous donne Si- pas le bah non, quatrième sinon parce c'est que trop c'est fastoche. trop dire, trop facile. Bon, je balance la dernière vedette de ce film. Et là, ça va être la ruée. Kevin Costner. Là, c'est la ruée. La rue, hein. La ruée Chamallow. Ah, moi, je pensais que ça allait marcher, là. Donc, Donc je répète, distribution Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia et Robert De Niro. sacré casting. Alors là, Musique Ennio Morricone. Bon, là, film de Brian De Palma. Les Incorruptibles. Les Incorruptibles. Ah oui. Waouh. Bon, bah finalement, ce quiz sinistré pour raison d'absence de fibres a pas mal fonctionné. Donc, ouais, c'était bien. Faudrait que tu sois en panne de fibres plus souvent. c'est dommage qu'on n'ait pas 2 ingénieurs du son, sinon j'aurais fait santé. Remarquable prestation d'Isabelle. Hein, quand même. Ah ouais, Ah ouais, toi, bah alors là, ça- tu veux dire qu'il y a des places qui se libèrent à la Ouais, radio. Compte tenu de cette prestation absolument extraordinaire, il n'y a que toi qui pouvais rembrayer derrière avec Mas Palomas. Mas Palomas. Allez, c'est parti. À vos souhaits. Alors, Mas Palomas, c'est un. Film. Merci Isabelle. Donc, le film sur- C'est un réalisateur, 2 réalisateurs, je vais y arriver. Le pitch. Vincente, 76 ans, vit des jours heureux à Maspalomas, station balnéaire des îles Canaries. Homosexuel, insouciant, il se rend régulièrement sur les plages où l'on pratique l'amour libre. Mais lorsqu'il est victime d'un AVC, sa fille le place dans une maison de retraite de Saint-Sébastien, au Pays Basque. Il faut Oui. préciser que Mas Palomas, c'est le Cap d'Agde version Canaries, quoi. Voilà. Voilà. Où il se retrouve contraint de taire son homosexualité. Heureusement, il se lie d'amitié avec son compagnon de chambre, mais est inexorablement confronté à son passé. Sa fille, il l'avait abandonnée. Alors ce film, je l'ai trouvé subtil, tendre et touchant, parfois cru, mais toujours empreint de délicatesse. José Ramón Sorois incarne ce rôle avec une grande justesse, un thème qui juste-là a pas ou peu été abordé sur les écrans, le vieillir gay. Ce qui est remarquable en plus de la direction d'acteurs, c'est l'évolution des personnages, celui de la fille en particulier. Alors le scénario est passionnant également puisqu'il prend le spectateur à rebours. C'est-à-dire vieillissant, le septuagénaire est arraché à son paradis et ensuite confronté aux préjugés. Donc voilà, l'acteur principal a obtenu à la fois le prix du meilleur acteur pour ce rôle dans la cérémonie des Goya et le prix Féroze. C'est un film que Goya, je c'est les recommande Césars parce qu'il est, espagnols. voilà, parce qu'il est très original et il pose un regard sans, comment on peut appeler ça, sans agisme sur un vieil homme gay c'est les fantômes du passé qui viennent le rattraper. Voilà, si on peut résumer. Voilà, donc je l'ai trouvé spécialement original et je vous dis, j'ai jamais vu ce sujet traité De cette façon. de cette façon. Enfin, jamais vu ce sujet traité tout court. Et il est extrêmement intéressant et intelligent. Voilà. Bon. J'ai été. La messe est dite. C'est convaincant. Et comment embrayer là-dessus? Ah ben si, je sais comment embrayer. Thibaut, Club Kid. C'est parti. C'est parti. Bora, tu veux résumer ou j'y vais? Vas-y. Peter est organisateur de méga soirées dans les communautés queer de New York, selon un mode de vie qui semble assez classique dans son entourage, métro, coco, dodo. Jusqu'au jour où l'ancienne meilleure amie de la seule femme avec laquelle il avait couché inconsciemment il y a environ 12 ans plus tôt, débarque chez lui pour lui annoncer 2 nouvelles. A priori, une mauvaise nouvelle et une autre mauvaise nouvelle. La femme avec laquelle il a couché est décédée d'une overdose. Deuxième nouvelle, il a un fils avec elle, il s'appelle Arlo et il doit donc maintenant s'en occuper. Enfin, coucher inconsciemment, c'est la ligne de Ouais. défense Patrick Bruel, ça. Couché sous plein de substances. Ah bon, d'accord. Et je laisse Bora donner son avis. Et J'ai peut-être- trébuché, elle était là et waouh.
Club Kid, je crois que j'en avais pas parlé au mois dernier, mais Club Kid, ouais, je l'avais vu à Cannes. Oui, c'est Et- un certain regard à Cannes. Ouais. C'était un très grand coup de cœur. Déjà, il a une force, c'est que il y a une force comique qui est assez palpitant, hein. Moi, je connaissais pas du tout Jordan Peterson. Je sais pas si tu connais son travail. Je pense que tu pourras en dire un peu plus sur son travail. Je connaissais pas du tout. C'est quelqu'un qui insuffle un rythme dans la mise en scène, dans le tempo comique, dans le récit, et tout ça à travers un New York qui est déjà assez frénétique, hein, pour constater. Et d'un seul coup, il y a un point de bascule. C'est que le film va parler de la vie, tout simplement. Du jour au lendemain, il apprend qu'il a un fils de 8-9 ans, je crois. Ouais, Ouais, 8, 9, 10 ans, et il doit s'en occuper avant l'intervention des services sociaux. Et le film va se transformer en quelque chose de très attachant, mais en même temps aussi, ça va rester très burlesque. Il y a une séquence où j'y repense. Tu vois la séquence du vomi ou pas? Ouais, très bien. Très marquant. La séquence du vomi, par Non, exemple. mais il faut qu'on garde des auditeurs, là. Hein. Oh, Le vomi, oui, c'est là, toujours ça- drôle. Il y a vraiment une forme d'attachement, de très mignon, en tout cas, dans le film. Et ça va, comme je disais, ça va insuffler à la vie parce que ça va quelque chose qui va vous rattraper à la vie, qui va vous scotcher, qui va, en tout cas, faire parler, en tout cas, à beaucoup de gens. Et le film est intéressant parce que Jordan Forsman va interroger en tant qu'adulte, quelle est la part de responsabilité, quelle est vraiment, est-ce que on prend les choses au sérieux quand on a un enfant, enfin quand il y a un enfant qui débarque, et il le fait ça avec une telle maturité, avec une écriture assez fine en tout cas, qu'on arrive en tout cas à être emporté. Le film en tout cas est hyper intéressant sur beaucoup d'aspects, et je pense qu'on en dira plus quand il sortira. Je crois qu'il n'a pas de distributeur à l'heure actuelle. J'espère qu'il aura un distributeur et une date de sortie très vite. Voilà, je te laisse. Et donc, effectivement, ce qui est super impressionnant, c'est que Jordan Firstman, donc c'est son premier film. C'est assez marrant pour un mec qui s'appelle Firstman. Et en plus d'être le réalisateur du film, il est acteur dedans. Va falloir Euh, qu'il change de nom quand il fera un autre film, quoi. alors. Voilà, donc ça, déjà, c'est assez impressionnant quand on voit le résultat à l'image. Le second, ça sera Second Guy. Et Quand- le troisième, Third Queer. Et effectivement, quand on voit le résultat à l'image, c'est bluffant. C'est vraiment un gros budget pour un premier film. Voilà, moi, ce que j'ai trouvé très bien, c'est qu'en fait, vu le scénario, ça pourrait devenir un film très caricatural avec un happy ending classique où le fils et le père rattrapent des années passées sans aucun problème, etc. On n'est pas du tout dans cette perspective-là. En fait, en prenant en compte les réalités et les difficultés de la situation, First Man s'oblige à ébaucher et à proposer des nouveaux schémas familiaux particulièrement contemporains, dans lesquels en fait je me suis beaucoup retrouvé. C'est assez touchant quand on est un jeune de voir ce film, je pense pour tout le monde, mais particulièrement pour les communautés jeunes, à mon avis, qui peuvent beaucoup se reconnaître, effectivement, dans tous les rapports relationnels qui sont décrits. En effet, donc le père ne sera pas paternaliste, ne sera pas la tutelle de son fils, parce que de quel droit aurait-il ce rôle après 14 ans d'absence et 2 semaines d'ignorance où il essaye de le refourguer à la meilleure amie de sa mère avant qu'elle se barre de New York pour pas récupérer le fils. Donc non, il ne pourra pas être paternaliste. Il voudra le bien de son fils, certes, aura des responsabilités comme l'inscrire à l'école, etc. Mais dans une toute nouvelle configuration et relation de compréhension de l'autre, de la sensibilité de son fils, notamment des dérapages excessifs de violence que le fils va produire parce qu'il a un passé qui est quand même pas glamour, des passions de son fils, en l'occurrence la musique, et son père va le porter pendant extrêmement longtemps dans sa carrière musicale, sans imposer de quelconque direction à son fils. Donc une très grande liberté dans la relation, et j'ai trouvé ça très beau. Encore une fois, on a l'impression on s'y reconnaît beaucoup. En plus de s'y reconnaître en tant que jeune, on a l'impression d'être parmi les jeunes, parce que l'image est toujours dans un groupe, dans une soirée, dans les groupes d'amis, dans les groupes familiaux, etc. On a l'impression de faire partie des communautés qui sont abordées, même si on ne les a jamais fréquentées, et on rentre directement très très vite dans toute cette ambiance, et effectivement, avec une touche d'humour qui est absolument géniale. Il y a aussi une référence à Shrek 1 à un moment, et il faut être un grand cinéphile pour la retrouver, celle-là, où le fils se fait complètement pousser par le père, donc comme Shrek pousse Fiona. Je la dois à mon meilleur ami, cette référence. C'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul. Mais voilà, donc c'est très bien. Je nuancerai un peu parce que le thème de la drogue qui ravage en fait beaucoup de communautés queer
est abordée de façon beaucoup trop légère selon moi. Le père arrive presque à sortir de son addiction du jour au lendemain. Et pour moi, c'est pas assez réaliste, c'est un peu trop utopique, alors que tout le reste du film est assez nuancé. Il y a plein de complications avec le fils que je vais pas tout dévoiler vu que le film n'est pas encore sorti. Mais voilà, donc en fin de compte, c'est un film qui fait beaucoup de bien, dans lequel on se reconnaît beaucoup, qui est très touchant. Voilà. Il y a une vraie exploration dans la communauté queer à New York et c'est aussi, pour terminer, aussi une autre façon de pouvoir filmer la question du père, la question du paternel. Et c'est ça qui est très intéressant dans le film pour le coup. Ouais. Ouais, notamment, je ne l'ai pas évoqué, mais aussi une très belle relation. C'est celle que va tisser le père avec son psychologue, qui assez vite va arrêter d'être son psychologue pour des questions de conflit d'intérêts. Et c'est très beau parce que dans beaucoup de films queer ou gays, les relations vont très vite et sont souvent assez clichés. Et là, on a une relation qui prend beaucoup son temps, qui est très belle, très délicate et très touchante. Et pareil, ça fait du bien de voir des relations comme ça à l'écran sur des grosses productions américaines et surtout en ce moment. C'est Sean Baker à New York, si vous voulez. Voilà. Bah, quand ça sortira, donc je pense que vous avez bien vendu le produit, comme on dit. Est-ce que tu vas vendre En aussi effet. bien le deuxième mammouth de cette émission, qui alors fait un succès phénoménal, puisque Toy Story 5 a un budget de 250 millions de dollars, donc c'est énorme. Et au 30 juin, il a rapporté dans le monde 600 millions de dollars déjà, presque à égalité aux États-Unis-Canada par rapport au reste du monde. Donc c'est un franc succès, sachant que c'est la 5e version de Toy Story. Comment ça peut s'expliquer? Ou est-ce que ça s'explique pas, la vision du film? Alors, donc du coup, déjà pour commencer, le pitch de Toy Story 5, c'est Buzz, Woody et Jessie. Buzz l'éclair, Woody et Jessie les cowboys. Et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu'ils découvriront qu'est-ce qui obsède les enfants d'aujourd'hui. Ça s'appelle l'électronique. Alors, voilà, un petit prétexte pour placer le 5e volet de Toy Story. Alors, déjà, le film pose de gros problèmes parce que ils avaient terminé une trilogie entre le 1 et le 3 qui était absolument fabuleux en termes de narration, comme ce que peut faire Pixar au summum de leur carrière. Là, pour rappel, le premier Toy Story date de 95. Hein. Le film il y a 30 ans d'écart. Donc il y a des générations qui ont traversé les Toy Story. Le dernier Toy Story 4 date de 2019. Il y a 6 ans d'écart. Il doit être un peu vieux pour jouer aux jouets, le gamin. Alors, depuis Ouais. 95, il joue toujours. Ouais, à partir du 3, on change de gamin. Enfin, à partir du 4, pardon, on change de gamin. Puisque dans Toy Ah, Story c'est un 3... reboot, ok. Et dans Toy Story 3, il donne ses jouets à une nouvelle enfant qui s'appelle Bonnie, puisque l'intrigue, en tout cas, va tourner autour de Bonnie. Enfin, je comprends pas l'intérêt. Déjà, le 4, j'avais le revu il y a quelques jours pour me refaire une petite idée. Je voyais pas l'intérêt. Il n'y avait pas vraiment de propos. Je trouvais que c'est vraiment se joue beaucoup sur l'égoïsme, en tout cas, d'Andy et de ses copains. Là, le Toy Story 5, en fait, il verse un propos sur l'électronique. Oh, regardez, les enfants sont matrixés par les téléphones portables, par les tablettes. Alors, c'est peut-être Alors que c'est entièrement faux, c'est Alors- vrai. Alors c'est peut-être vrai. Ils ont envie de sortir un propos un peu mélancolique, un peu nostalgie, de faire renaître des cendres, comme on dit, faire renaître les jouets. Mais le problème, c'est que le propos est tellement limité que le film n'en dit quasiment rien. En fait, ça vaut beaucoup plus à l'égoïsme de Bonnie, qui a ce même problème, parce qu'apparemment, elle n'a toujours pas d'amis depuis le Toy Story 4. Elle a toujours pas d'amis dans Toy Story 5. Donc, vous voyez déjà un peu l'avancement autour de Bonnie. Je sais pas trop quoi dire en fait sur Toy Story 5. Je suis complètement bloqué face à ce mammouth parce que on sent que les studios Pixar sont très fatigués à vouloir renouveler et je pense qu'ils commencent à recycler, à refabriquer des marques qui sont déjà fabriquées. Hein. Toy Story, c'est une marque. Si j'ai d'autres exemples, je crois, il me semble, peut-être que. Alors, je sais pas si La Reine des Neiges, c'est un Pixar. Non, c'est pas un Pixar, La Reine des Neiges. Je sais qu'il y aura probablement d'autres Pixar qui vont venir à l'avenir. Par exemple, les Indestructibles 3 sont en préparation. Donc là, Toy Story 5, alors, en termes de qualité d'animation, bon, il n'y a rien à redire. C'est Pixar, c'est toujours très bien fait, c'est toujours fait avec efficacité. Mais bon, Toy Story 5, on n'en ressort pas grand-chose, quoi. Enfin, ils essayent d'insuffler un nouveau cycle avec Bonnie et malheureusement, ça
tort plutôt à l'échec en tout cas. Donc je reste très très amer face à Toy Story 5 et à ce prétexte de la technologie qui a été déjà abordé dans Toy Story 3 et que malheureusement j'ai l'impression que les studios ont quelques années de retard en tout cas. Ils savaient en tout cas comment coller à l'actualité entre Toy Story 1 et jusqu'à Toy Story 3. Bon là c'est plus trop le cas malheureusement. Donc t'as pas d'explication. Donc Pas mauvais. ce succès Ce succès, est un peu une énigme, quoi. Voilà, ouais. Bah non, c'est la franchise, c'est le nom, voilà. Bah oui, c'est comme j'ai dit, c'est une marque, c'est pour ça que ça marche. Ouais. Bon, bah alors de 250 millions de dollars, on va passer à peine, je sais pas si 1 million. Enfin, le film français de The Giacomo de Baptiste Drapeau, qui a quand même l'intelligence et l'intérêt de parler des influenceurs. Donc ça passe, on prend l'exemple de Giacomo, qui est un trentenaire qui habite à Amiens, et puis qui se lance dans la réalisation de tutos à partir de la salle de sport où il travaille pour gagner sa vie, quoi. Et puis il est fasciné par le fait d'avoir un certain nombre de vues et de followers, et il décide de devenir influenceur à plein temps en se fixant un objectif d'1 million de followers par tous les moyens. Alors il commence par se filmer lui dans des situations de plus en plus extrêmes, mais lui. Et puis il se rend compte qu'il faut qu'il pénètre ce milieu des influenceurs, et puis surtout qu'il atteigne le Graal, c'est-à-dire un produit qu'il vendrait lui, quoi, pour atteindre ce Graal qui est à la fois de rouler en Ferrari, d'avoir un grand appartement à Dubaï et d'avoir 1 million de followers. Voilà, l'idéal, c'est ça. Et c'est là où on voit qu'il y a un problème à la base, quoi. Tous les moyens sont bons, l'extrême, voler des plans aux différents influenceurs réels qui visitent le long de son parcours. Donc il va monter très haut, et quand on monte très haut sur des bases aussi faibles et virtuelles, on risque le crash. C'est toute la démarche du film. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, à part donc Xavier Lacaille qui joue Giacomo, qui lui est un personnage inventé, ceux qui croisent sur son chemin sont des vrais influenceurs. Thibaut Inchep, Ragnar Le Breton, il y a Benjamin Castaldi aussi dans le film, un Benjamin Castaldi sur le retour. Il s'imagine qu'en rencontrant Benjamin Castaldi, il va rencontrer un mec qui roule en Mercedes haut de gamme et puis qui a un duplex de 200 mètres carrés. Et là, Benjamin Castaldi lui apprend, peut-être en avant-première sur ce qui va lui arriver, que c'est pas parce qu'à un moment donné, on a été au sommet qu'on est obligatoirement tout le temps au sommet, quoi. Il y a des hauts et des bas. On voit aussi Michel Sim, toujours dans son rôle, Lisa Palco, Jordan Deluxe. Et donc, ça permet de pénétrer un peu ce milieu des influenceurs qui est très fragile, et tellement fragile qu'il y a un autre métier qui s'est développé en parallèle du métier d'influenceur, c'est manager d'influenceurs. Exactement comme les acteurs ont un agent pour les vendre, le manager fait l'interface entre l'influenceur et un certain nombre de marques, d'industriels qui seraient intéressés par voir leurs produits mis en avant à travers un influenceur ou une influenceuse. Donc c'est intéressant, c'est pathétique. Le personnage... Giacomo Xavier, dans le film, il est italien, on a réalisé qu'en vérité, il est originaire d'Amiens, il est très franco-français, quoi. Donc déjà, à la base, il y a une transformation volontaire. C'est plus le maroilles que la mozzarella, quoi. Ouais, alors, je ne vais pas dire que... Mais c'est peut-être générationnel, là aussi. Étant loin du milieu des influenceurs, le film m'a intéressé parce que j'ai beaucoup appris, sachant qu'à la base, je ne connaissais pas beaucoup. Donc ça, c'est le biais qu'il faut bien percevoir de ma vision de ce film. Donc, pour des gens comme à ma gauche, par exemple, ou en face, il n'y aura peut-être pas la même lecture. Mais donc, je lui souhaite... C'est un film et à la fois un documentaire, puisque les gens qui croisent sont des gens réels. Et pas, c'est pas un influenceur ou un apprenti influenceur qui rencontre des influenceurs inventés.
parce que là, le film se serait cassé la figure. Et c'est très intéressant de voir comment des influenceurs confirmés réagissent par rapport à l'arrivée d'un apprenti influenceur tout fou, mais aux dents longues également. Donc voilà, c'est de Giacomo, de Baptiste Drapeau. Vous pouvez aller le voir ou pas. C'est comme on veut. Voilà. Alors après ça, est-ce qu'il y a un film auquel tu tiens particulièrement, auquel possiblement je ne penserais pas, mais que tu voudrais chroniquer? Eh ben, on va parler de. Alors, je sais pas, est-ce que vous voulez un film de genre sur le harcèlement scolaire ou vous voulez un film d'action? Moi, j'aime bien le film d'action parce que je crois que Alors, Ou un film du harcèlement scolaire, mais en mode action. Tu vois. alors, le film on s'appelle. va se projeter à Hong Kong, non, c'est ça? Exactement. Voilà. Pas Hong Kong, plutôt au Vietnam. Au Vietnam. Thaïlande. Thaïlande, allons-y. C'est parti pour The Furious. The Furious, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais pas d'attente sur le film, hein, j'en ai entendu que du bien. Et l'intrigue du film, ça va vous faire probablement vous rappeler des souvenirs, c'est que l'intrigue, c'est un père de famille qui est muet dans le film. Sa fille se fait enlever par des malfrats. Ça vous rappelle quel film, ça? Ah, Liam Neeson, Taken. Ah, non c'est Liam Neeson, oui. Voilà, donc l'intrigue s'inspire de Tekken, à tout casser. The Furious n'a pas la vocation de s'adjuger sur son scénario, puisque le scénario est à tout bonnement nul, mais vraiment nul. Comme on dit, il tient sur un timbre-poste. Voilà, mais c'est un prétexte, le scénario, puisque arrive le film d'action dans The Furious, et c'est pour moi la plus belle régalade de ce mois-ci, parce que c'est un film d'action, mais qui est ultra punchy, ultra vénère, ça se tape, ça se donne vraiment des coups, ça se tape très très fort, en tout cas dans le film. On est entre Crazy Kung Fu et Tekken, si vous voulez. Il y a même, si vous voulez, des... John Wick un peu peut-être. Ouais, John Wick, bah oui, avec autant de références d'action, après John Wick, après Tekken, après Crazy Kung Fu, et même si vous voulez Street Fighter, comment on arrive à renouveler en tout cas le cinéma d'action avec The Furious? C'est quand même quelque chose qui est très fascinant dans le film. Je trouve que le réalisateur, il a une grammaire du montage et de la chorégraphie qui est fascinant. Vraiment, c'est fascinant. Ça se combat à 1, à 2, à 1. Non, il va pas se combattre tout seul, pardon. Il va pas se combattre tout seul. Ça se combat à 2. Sinon, c'est pas un combat, c'est un solitaire. Enfin bref, vous avez capté. Ça se combat à 2, à 3, à 4, à 5, dans un hangar, dans une usine. Ça se bat avec des pains de glace, ça se bat avec des vélos. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est absolument génial. Les personnages meurent, mais les personnages renaissent derrière. En tout cas, le côté furieux des personnages, c'est à vouloir constamment se relancer dans l'action. C'est-à-dire qu'il fait renaître des personnages, il fait relancer de l'action, il va se casser, le réalisateur va se casser la gueule, en tout cas, pour proposer tout le temps, constamment, et ça fonctionne à merveille. Enfin, le film dure 1h50, c'est absolument génial. On a envie que le film continue de se castagner en illimité, quoi. Enfin, c'est absolument génial. Et The Furious, ça se passe alors, c'est très drôle parce que ça se passe en Thaïlande. Non, on est censé parler dans leur propre langue, mais pas du tout. Ils se parlent anglais entre eux, quoi. Alors que je crois les 3 acteurs ont 3 nationalités différentes, je crois. Il y en a un qui est mandarin. Même dans Star Wars, il y a plusieurs planètes, mais ils se parlent tous anglais. Non. Et je crois qu'il y a un truc très marrant autour de la langue auquel ils sont très anachroniques dessus. Mais voilà. En tout cas, The Furious, c'est quelque chose qui est très, très, très furieux. En tout cas, il faut courir. Il faut aller le voir si vous aimez les films d'action. Je suppose que tu peux aimer, Laurent, toi qui aimes bien les films d'action. Mais ça vaut le coup d'aller voir, pour le coup. Ouais. Je le note. Thibaut, même question qu'Abora. Est-ce qu'il y a un film que tu as vu et qu'on n'a pas traité? Foucault. J'ai dit quoi? Thibaut. Ouais, ça me va aussi, c'est bien. C'est très... Phonétiquement, on n'est pas loin. Sinon, on n'a qu'à changer de prénom à chaque fois, tu sais, comme ça, c'est n'importe quoi. Donc, Foucault, y a-t-il un film que tu as vu dont on n'a pas parlé et que tu as envie de parler? Ouais, moi j'aimerais beaucoup parler de If I Had Legs, I Will Kick You. Allez-y. Si j'avais des jambes, Allons-y. je te foutrais un coup de pied. Donc c'est l'histoire d'une inondation, un dégât des eaux immense dans l'appartement d'une jeune femme, interprétée par Rose Byrne, et qui a donc reçu le prix d'interprétation à la Berlinale pour le film, qui était nominé aux Oscars aussi pour ce film-là.
qui va donc travailler en tant que psychologue en s'occupant de sa fille d'environ 7 ans, atteinte d'une maladie l'obligeant à être nourrie la nuit par un tube digestif. L'inondation oblige la famille, dont le père est absent car travaille à l'étranger, à aller vivre dans un hôtel le temps des réparations, qui n'adviendront en fait pas du tout de tout le déroulement du film, provoquant des conséquences forcément terribles pour Rose Byrne. En fait, cette histoire d'inondation, c'est en plein milieu de l'appartement et ça représente une rupture dans le foyer familial, une brèche qui s'ouvre, et le problème inonde alors toutes les strates de la vie de la protagoniste. Une inondation ou quelque chose qui dit ça ne tient plus, et quand ça ne tient plus, ça ne tient vraiment plus, parce que la psychologue donc décide de consulter un psychologue. Les mots du quotidien appellent ça un burn-out, mais l'image de l'inondation semble bien plus cohérente. Parce que tout au long du film, le niveau monte de plus en plus. Les patients de la psychologue viennent la voir en dehors de l'hôpital. Elle ne dort plus pour s'occuper de la fille au sein du motel. Le niveau monte, ce qui ne laisse donc plus de place pour la respiration de la protagoniste et donc pour les émotions vis-à-vis de ses patientes, de sa fille, de son mari. Elle n'est plus qu'une femme fonction et elle n'a plus aucune place pour ses émotions. L'inondation passe partout, de la sphère familiale à la sphère professionnelle puis citoyenne. Et oui, parce que comme on est dans un motel, tout le monde va mal aux alentours des motels américains. Donc pourquoi on tiendrait particulièrement compte des problèmes d'une bourgeoise de 35 ans alors chacun va tirer la couverture de son côté, que ce soit le personnage joué par ASAP Rocky qui va essayer de draguer donc, cette femme, ses patientes qui vont venir la déranger à n'importe quelle heure, ou la vendeuse d'alcool qui va prendre un malin plaisir à voir souffrir cette jeune femme. En fait, on assiste à une description assez parfaite du système patriarcal américain où tout le monde néglige les inégalités et les émotions que ça provoque chez certaines femmes. Ce qui ressemblait en fait à une inondation au sein de la propriété privée au début du film devient un véritable océan qui ravage toute la société et dans lequel Rose Byrne se jette à la fin du film. Très rapidement, pourquoi ça fonctionne si bien ? Parce que l'hypersensibilité de la réalisation s'emballe peu à peu tout au long du film, à mesure que l'eau monte en fait. Et tout le film est filmé de très 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 près, que des zooms sur les chaussures de la petite fille d'ailleurs, dont on ne verra jamais le visage. J'en reparlerai. On entend beaucoup de frottements, de respiration, des plans très très gros sur le visage de l'actrice principale qui réalise une performance exceptionnelle. Donc cette hypersensibilité du cadre permet de rendre physique la pression qui est ressentie par la protagoniste, la pression et la dépression. Ainsi, l'effondrement mental intérieur devient très concret à l'image. Voilà, donc il faut aussi reconnaître que parfois c'est moins fin que ça. On assiste notamment à des métaphores où la faille s'ouvre en grand et on comprend que c'est la dépression qui ne sont pas forcément très fines. Mais en parallèle de cette hypersensibilité, il y a une sorte de déshumanisation de tous les personnages. Comme je l'ai dit, on ne voit pas le visage de la petite fille. Et on comprend que cette femme fonction que devient le personnage principal aux yeux de toute la société, celle-ci le répercute sur sa propre fille, qui ne devient plus qu'une petite fille contrainte finalement, qui n'a pas de visage et qui impose juste un mode de vie intenable pour sa mère. Voilà, donc c'est une description assez parfaite et cyclique d'un système qui est très oppressif et donc un peu déprimant quand on va voir le film, il faut l'admettre. Mais quand même, je ne sais pas si je dois parler de la fin. Mais non. Donc je ne parle pas de la fin. Mais il faut quand même fin. aller voir le fin, il y a une petite touche d'espoir qui est très belle et très en lien avec... Allez le voir, ne serait-ce que pour la fin, quoi. Voilà. Avec le visage de la petite fille notamment, il y a une très belle fin vis-à-vis de ça. Voilà. Bon. On va enchaîner avec des films qu'on va traiter en binôme et qui sont un peu des énigmes parce que c'est des succès absolument impressionnants au box-office et on les avait pas vus venir. C'est Obsession de Curry Barker qui avait un budget de 750 000 $ et qui en est à 371 millions de dollars de recettes monde. Et puis il y a quoi ? Impressionnant. Très impressionnant. Et puis il y en a un qui est sorti un peu après, qui suit la même voie, c'est Backrooms de Ken Parson. Alors, je vais commencer par celui qui est sorti en premier. Donc, c'est un film où le héros s'appelle Bear, comme un ours, quoi, qui est follement amoureux de Nikki, qui est une collègue de travail. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas réciproque. Et le meilleur ami de Bear, qui est également un collègue de travail, c'est Yann. Et donc, Bear, à un moment donné, en raccompagnant Nikki, officiellement, ils sont amis. Mais Bear aimerait aller plus loin, quoi. Et à un moment donné, il la raccompagne en voiture.
Puis là, il dit, il faut quand même que je lui dise, parce que si je lui dis pas, je le regretterai toujours. Et puis non, il n'y arrive pas, il craque. Et puis donc, voilà, elle sort de la voiture, elle rentre chez elle et dit, non là c'est trop, il est très déprimé. Et puis en allant acheter une boisson dans un drugstore quelconque, il tombe sur le présentoir, sur un truc à $2, à $5, un wishful thinking. C'est-à-dire que c'est un petit truc, il suffit de le frotter d'une certaine façon et dire un vœu, et ça marche une seule fois. Hein. Alors il pense que c'est bidon et il l'achète et puis il prononce son vœu, le vœu fatal qui est « Je veux que Nikki m'aime, moi, plus que tout au monde. » Et puis évidemment, l'attitude de Nikki va changer du tout au tout. Elle va soudain trouver un intérêt énorme à Bear. Et puis ils vont se mettre ensemble. Et puis ça va être des cavalcades amoureuses absolument frénétiques. Jusqu'ici, j'allais dire, tout va bien. Ça dépend comment on le regarde. Mais après, évidemment, s'enclenche. Ça devient un amour féroce. Ça devient un amour exclusif. Ça devient T'étais un où amour... hier soir Des choses comme ça. Mais en 2 fois pire. Genre 2 fois pire, c'est-à-dire qu'elle scotche la porte d'entrée dans tous les sens avec de gros rubans adhésifs pour empêcher son amoureux de sortir. Ah oui. Alors qu'il voulait sortir. Dans un jeu de rôle avec les copains... En plus, ça marche mieux avec une chaise, normalement, elle est bête, franchement. Non, mais ça devient de plus en plus énorme jusqu'à une violence qui s'enclenche. Et évidemment, à un moment donné, ça lui fait tellement peur, il veut revenir en arrière et il veut casser le vœu. Et le problème, c'est que pour casser le vœu, alors là, je dis pas parce que ça flinguerait quand même le film, c'est qu'il n'y a pas 150 méthodes pour casser le vœu, quoi. Faut tuer un chaton, non, c'est pas ça. Non, parce que Nikki s'est chargé de servir à dîner à son ami son chat cuisiné. C'est là où on sent qu'il y a une certaine dérive qui s'installe dans le personnage. Donc c'est vraiment un film qui devient de plus en plus effrayant, qui a une fin. Alors sachant que c'est pas une fin où tout le monde s'embrasse. Mais un personnage qui survit quand même. Faut pas croire que tout le monde meurt à la fin. Un personnage. Et bon, c'est efficace, quoi. C'est très efficace, je reconnais. On C'est vrai oublie que ça donne des indices. Il y a un personnage qui... On a à 2 doigts de balancer la fin. Ah Attention. oui, mais... Et non, mais de toute façon, vu comment le film s'enclenche, j'imagine pas qu'à la fin, c'était bien, on s'est fait peur, on rentre chez soi, vous venez au barbecue dimanche. Non, mais non, ça peut pas être. C'est un film qui pousse l'horreur et le thriller à l'extrême. C'est efficace. Moi, j'étais pas forcément fan à la base. J'ai été voir le film parce que c'est un tel phénomène que je voulais comprendre pourquoi. Je reconnais que l'extrémisme, voilà, un personnage qui devient fou amoureux. Dans fou amoureux, il y a amoureux, mais il y a aussi fou. Et quand cette spirale s'enclenche, ça donne des choses absolument effrayantes, ce qui est le but d'un film d'horreur, quoi. Donc je dirais que c'est inexplicable un succès pareil, mais c'est pas un succès immérité quelque part. Donc oui, allez le voir si vous avez envie de vous faire peur, même si en sortant vous direz à votre copine tu m'aimes un peu moins. Tu m'aimes, c'est sûr, mais un peu moins, quoi. C'était Obsession, le premier phénomène, et le deuxième phénomène, c'est Backrooms. Oui, les Backrooms de Ken Persson. Alors, ces 2 réalisateurs ont un point commun, c'est que tous les 2 sont très jeunes. Curry Baker a 26 ans et Ken Persson a 21 ans. Et 21. ouais, 21 ans. Hein. Il faut qu'on se dépêche, nous. on doit se dépêcher. Et tous les 2 viennent de YouTube. Ouais, ils ont tous les 2 développé en tout cas leur site sur YouTube. Notamment Ken Persson qui a développé en tout cas ce phénomène des backrooms. Si vous avez, je suppose, Alexandre, tu peux connaître les backrooms. Les backrooms. Les backrooms, non? Ah non, faut que tu m'en dises plus là. Les backrooms. Alors d'abord, c'est un phénomène d'internet. Il y avait juste une simple image où on voit des murs jaunes, clairs, en continu, avec un couloir sombre et un monstre qui apparaît derrière. Ou rien du tout. Ça c'est pour construire sa légende. C'est pas en image de synthé dégueulasse. Non, c'est pas ça. Non. Et ensuite, il y a eu
un jeu vidéo ensuite, un jeu vidéo d'horreur autour des backrooms, et il y a eu un film. Dans ces backrooms, l'idée des backrooms, c'est, si vous voulez, vous traversez la pièce et vous rentrez dans un univers parallèle. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, je rentre là-dedans, et ben, je disparais. Il y a un espace en continu, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est à l'infini. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Il y a plusieurs façons de montrer l'espace. Soit il y a des chaises, plein de mobilier qui sont entassés. Soit il y a des pièces où c'est à l'envers. Soit il y a des pièces qui sont au plafond. Soit il y a des pièces qui sont sur le côté. Soit vous avez une petite porte. Soit vous avez une grande porte. Soit vous avez pas de porte, vous n'avez pas d'issue. Enfin bref, il y a une multitude de possibilités qu'il y a dans ces backrooms qui est assez fascinant dans ce film. Et je trouve que cette idée d'espace en continu, ça va créer de l'horreur. Parce que c'est une nouvelle façon de créer du cinéma d'horreur à l'heure où on fait beaucoup de screamers, on fait beaucoup de slashers à outrance, etc. On fait peur pour faire peur. Là, pour le coup, l'horreur, elle se tient dans l'ambiance, elle se tient dans les murs, quoi. Les murs font peur. Oui, moi, j'avais peur des murs dans le film. Oui, mais c'est très bizarre comme ça, mais c'est parce que les murs sont très oppressants. Il y a quelque chose de... Alors, il faut pas être claustrophobe parce que vraiment, c'est quelque chose de... Comme l'ambiance est hyper travaillée avec une ambiance sonore qui est un peu particulière, il y a une espèce de faux silence, mais en même temps, il n'y a pas de silence parce que il y a un monstre qui se balade dans les backrooms. Vous vous dites qu'à un moment donné, quand est-ce qu'on va sortir de ces backrooms et du coup, il y a une personne dans tout ça incarne la créativité de l'espace. Chaque espace contient quelque chose de différent, comme j'ai dit, et donc ça va lui donner un terrain de jeu, ça va lui construire une vraie mythologie. Et dans tout ça, c'est que la question, c'est de savoir si ça existe vraiment ou si c'est dans la tête des personnages. Parce que, je vous dis pas l'intrigue, parce que c'est au début du film où il y a un chat qui se fait cuisiner. Et au début du film, il y a un point de basculement où vous vous dites que est-ce que c'est psychologique ou pas du tout, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça va pousser les personnages dans leur retranchement à vouloir explorer constamment, à être fascinés par les backrooms. Je trouve qu'il y a le procédé de found footage, vous savez, les films comme Projet Blair Witch, Rec, fait avec... Tu dis que les murs font peur, mais les mecs qui travaillent dans le BTP, ça devrait aller pour eux, non? Oui, ça peut aller, effectivement. Oui, comme je disais, il y a un procédé de found footage. Vous savez, c'est des petites caméras comme celle-ci, là, où on peut tourner, voilà. C'est un peu vintage, etc. Je trouve que ça renforce en tout cas l'idée d'immersion. Et puis, par contre, quel bonheur de retrouver Renate Reinsve, que vous avez probablement vu dans les films de Joachim Trier, que ce soit Julien 12 chapitres, Valeurs sentimentales, l'année dernière dans, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, La Convocation, et cette année, vous la retrouvez dans Fjord de Christian Mungiu, qui a la Palme d'Or d'ailleurs. Là, pour le coup, elle a un rôle assez fantastique, quoi. Elle sort un peu du lot à incarner un rôle d'horreur qui est pour moi très intéressant, quoi. Donc vraiment, Backroom, c'est un très bon film et c'est un vrai phénomène. En tout cas, pas seulement d'Internet, mais ça peut être quelque chose de très intéressant à voir au cinéma, quoi. Donc, 2 films, je dirais, de thriller, horreur, particulièrement captivants. Backrooms de Ken Parsons et Obsession de Curry Baker. On va faire la deuxième pause musicale avec toujours un deuxième extrait d'Absolute Beginner avec Patsy Kensit, qui était, au moment de la sortie du film, considérée comme la plus belle fille de Grande-Bretagne. Et je pense que c'était mérité. Bon, évidemment, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais elle a laissé un souvenir ému. L'eau a coulé sous les ponts. Un souvenir ému à beaucoup de gens. Donc, tu peux envoyer la musique, par exemple. Oh. Ah ouais. Attends. Vas-y, dis des choses. Dis des choses. T'as fait 3 films, hein. Ouais, non, c'est fatigant. Ouais. T'as vachement bossé. Bon. Alors, faut Si, ça arrive. Dis, de quoi on va parler après? Après, on peut parler après des caprices de l'enfant roi, mais j'aurais entendre un tout petit peu Patsy Kensit si jamais le CD le veut bien, mais c'est pas évident. Attends, c'est pas les CD qui commandent, t'inquiète.
Oh là là, quelle autorité. Ouais, ça marche vachement là. Attends, on va voir. Est-ce que... Ah, Ce que c'est d'avoir un ingénieur du son de talent. Il y a un film, on m'a mis des bâtons dans les roues, il y a des lecteurs qui fonctionnent mal. il y a un film dont je voudrais absolument parler. D'ailleurs, You ask me what I want when I thought I made it clear. Although I won't stop loving you, you can never have me near. Don't blame me, I never asked you to fall. No one's gonna stop me from having it all. Having it all, having it all. You never stop me from having it all. Having it all, having it all. You never stop me from having it all. Having it all, having it all. You never stop me from having it all. You've got to accept I'm no ordinary girl, and I'll never fit in your perfect little world. Don't take it lightly, baby. I'm not bluffing to get what I want. I'll stop at nothing, having it all, having it all. You never stop me from having it all, having it all, having it all. You never stop me. My reasons are simple, so don't ask me why. I'll never forget you. Alors, est-ce que l'Angleterre a perdu? Non. Non. L'Angleterre s'est qualifiée. As-tu revu 2-1. Génial. Incroyable. Ils sont tous contents de le savoir sur RGB de l'Angleterre. Ah oui, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Alors, donc tu nous redonnes la parole, là, en fait, Bah ouais, Alexandre. ouais. Très bien. Alors, j'avais l'intention de parler des caprices de l'enfant roi, mais j'ai reçu un féroce coup de pied sous la table d'Isabelle, et ça fait très mal. Et donc, pour ne pas saigner davantage, je lui passe la parole sur Ulysse de Laetitia Masson. oui, sélectionné dans Un certain regard à Cannes, au dernier festival de Cannes. Alors, c'est un film réalisé et dont le scénario est de Laetitia Masson, avec Élodie Bouchez, Alphonse Roberts, Stanislas Mérard et Romane Boringer. Le pitch. Lorsqu'Alice, chercheuse en sociologie, et son compagnon Vladimir, pianiste, apprennent qu'elle est enceinte, ils sont heureux. Mais Ulysse est un enfant différent des autres, atteint d'un syndrome génétique. Pour qu'il s'intègre, sa mère remue ciel et terre et bouscule les institutions, mais le regard sur le handicap, s'il a évolué, nécessite encore et toujours quelques ajustements. Pour moi, c'est un grand film, sensible et bouleversant. En effet, il est poignant, le combat de cette mère courage, beaucoup de tendresse et de douceur dans ce parcours du combattant. Une odyssée inspirée de la vie de la cinéaste et de son fils. C'est probablement ce qui confère à cette fiction une précision quasi documentaire
Élodie Bouchez est lumineuse, comme toujours, dans ce rôle de femme déterminée. Dans un entretien avec le CNC, Laetitia Masson précise qu'elle voulait sortir le film de son aspect autobiographique pour en faire une fable universelle. Et du coup, ça donne un récit initiatique au ton tragicomique. Et du coup, Ulysse n'est pas un film sur le handicap. Voilà. Et il faut savoir que dans le rôle titre, le propre fils de Laetitia Masson, Alphonse Roberts, a le rôle principal, donc le rôle titre, Ulysse. Voilà, c'était important pour moi de parler de ce film que je trouve absolument bouleversant. Bora? Moi, je serais à contre-courant d'Isabelle ce soir, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Le film de Laetitia Masson me laisse un peu, pas hermétique, mais plutôt, en fait, le film est assez contre-productif. Je trouve que au lieu de jouer sur le symbole de l'espoir, je trouve qu'en fait, le personnage d'Ulysse subit un défaut de mise en scène, c'est qu'il est tout le temps enfermé, en fait. Alors, peut-être que ça a une intention de vouloir qu'il est enfermé à cause de la société, du fait qu'il est refusé partout. Mais j'ai l'impression que le cadre et l'espace qu'Ulysse, que Ulysse laisse, en tout cas, ça laisse à aucune possibilité entrevoir un espoir, quoi. On a vu, du coup, plus récemment, en tout cas, la liberté aux acteurs en situation de handicap de pouvoir exprimer tout leur talent et leur personnalité, notamment avec un petit truc en plus d'Artus. Là, ici, j'ai l'impression qu'Alphonse Roberts, celui qui joue Ulysse, il ne trouve pas toute la palette qu'on lui donne. Et c'est un peu dommage. D'autant plus que Masson, il utilise des effets dramatiques pour appuyer constamment son film, c'est-à-dire le piano. Oh, le piano, et que j'avais envie de brûler le piano. Non, mais c'est vrai. Non, le piano Est très présent, la musique. le très piano présente dans le film. est tout le temps là. J'ai l'impression qu'ils veulent jouer toutes les notes, toutes les musiques qui existent dans le monde. Le jeu des acteurs qui est constamment assez misérabiliste. Le père Oh qui est. non, justement, ça évite, je trouve, il n'y a pas de pathos, pas Ah, de ça. misérabilisme. Ah non, moi, je suis pas d'accord. Non, non. Le père qui est loin de Paris, la mère qui se bat constamment. Enfin voilà. Pour moi, Masson remplit case par case un cahier de charge suffisamment large pour un film de ce calibre-là. Voilà. Malheureusement, Ulysse me laisse un petit côté perplexe sur ce film. Bon. Moi, je vais vous parler d'un film beaucoup plus bon enfant. C'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve qu'il s'en tire pas mal parce que c'est le réalisateur qui en parle le mieux quand il dit que c'est un film historique, sauf pour les historiens, quoi. Donc, ça définit tout à fait le film, c'est-à-dire que c'est les caprices de l'enfant roi de Michel Leclerc, pas de Michel-Édouard Leclerc, de Michel Leclerc. Décidément, il revient beaucoup aujourd'hui dans les conversations. Là. C'est important. Ça part d'une base historique, puisque c'est en 1651, donc le jeune Louis XIV n'a que 13 ans, et la France est encore pour quelques semaines sous la régence d'Anne d'Autriche, sa mère. Comme la Fronde menace, parce qu'on ne reconnaît pas l'autorité d'Anne d'Autriche et donc potentiellement de son héritier, eh bien, Anne d'Autriche décide de cacher Louis le temps qu'il atteigne l'âge où il doit être couronné, et elle le confie à D'Artagnan, qui lui-même va le confier à Cyrano de Bergerac, qui lui-même va essayer de s'intégrer à la troupe de Molière, qui n'est pas encore la troupe de Molière, mais simplement une troupe de comédiens qui se baladent le temps de semer les poursuivants et les frondeurs et les comploteurs, en attendant que la reine Anne d'Autriche, c'est elle qui est censée signer la fin de la récréation, demande à D'Artagnan de ramener le roi au Louvre pour le faire officiellement couronner, c'est-à-dire fin de sa régence et début du règne du Loi. Alors évidemment, ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu, parce que si Anne d'Autriche confie effectivement le dauphin à D'Artagnan, c'est pas un D'Artagnan comme les trois mousquetaires hollywoodiens dont tu parlais tout à l'heure, c'est un D'Artagnan sous le déclin, joué par Franck Dubosc, qui est absolument inénarrable dans le rôle du D'Artagnan
qui vit dans le passé, puis qui est plus tout à fait en possession de ses moyens. Le Cyrano de Bergerac, en vérité Savinien, qui est un personnage authentique de l'histoire, est joué par Artus, alors toujours dans l'émotion, lui pas du tout dans le comique. Et puis la troupe de Madeleine Béjart, parce que c'est pas la troupe de Molière, c'est la troupe de Madeleine Béjart, dans lequel il y a un certain Jean-Baptiste Poquelin qui n'a pas encore commencé à écrire. Donc cette histoire se met à une position bien particulière de la vie de ces personnages réels, mais qui sont traités de façon disons, de façon un peu libre, pour dire. Alors, la seule question, c'est est-ce que la mayonnaise prend? Ce qui est intéressant, c'est de voir quel était le destin d'une troupe de théâtre à l'époque, comment elle vivait. C'est une troupe de commedia dell'arte, mais il y a d'autres troupes qui se challengent et puis qui proposent un nouveau théâtre. Donc, comment est-ce que cette troupe va s'adapter et comment Molière va se révéler lui-même? Il y a aussi un personnage comique joué par Anne-Marie-Louise d'Orléans, dite la Grande Mademoiselle, qui est la cousine du jeune roi, mais beaucoup plus âgée, et qui voudrait se faire épouser par le roi, parce qu'elle dit comme ça, je vais le dominer. Il y a des clins d'œil aussi avec les situations actuelles. Par exemple, la Grande Mademoiselle propose à Anne d'Autriche de mettre sous suggestion le jeune Louis XIV, et dit comme ça ferait gagner 300 ans au mouvement féministe, quoi, aux femmes en général. Donc, est-ce que la mayonnaise prend? Est-ce que la mayonnaise ne prend pas? Est-ce qu'il y a des situations cocasses et assez de retournements? Il y a forcément des retournements, puisque Louis XIV a régné, donc le seul suspense qui n'existe pas, et là, il s'en tire bien. On ne peut pas dire que Louis XIV va être assassiné, puisque Louis XIV a... Mais on peut introduire un petit piment de suspense en disant quel Louis XIV a régné. Et là, et puis voir comment ce dragueur impénitent, ce gars qui saute dans tous les sens, qui s'appelle Jean-Baptiste Poquelin, va devenir Molière. Et comment le Cyrano qui écrit, comment il porte son traumatisme avec son nez trop imposant. Donc, je ne suis pas sûr que tout le monde aurait réagi comme moi, il faut être honnête dans la critique. La mise en scène n'est pas géniale, mais elle n'est pas lourde. C'est pas quelque chose. Il y a suffisamment de budget pour que ça fasse pas misérable, et pour un film d'époque qu'on y croit. Bref, si on est de bonne humeur, on peut se laisser porter par cette intrigue. Celui qui joue le jeune Louis XIV, qui est un fils d'acteur, je ne connais pas, mais il est assez convaincant quand même, le jeune Louis XIV, Niels Amen Brochen. Moi, je ne connaissais pas. Là aussi, le film ne peut marcher que si ce jeune Louis XIV, qui joue un rôle central, qui n'est pas juste une potiche qu'on déplace comme ça dans le film, mais convaincant. Et il est très convaincant, ce qui fait que c'est un film léger, un film de distraction, et un film qui tord la réalité historique, mais qui reste dans la réalité historique, parce que ces personnages, s'ils ne se sont pas obligatoirement rencontrés, auraient pu se rencontrer. Et puis après tout, Molière a fini à la cour par faire des pièces pour Louis XIV. Donc comment est-ce qu'il va tordre la réalité pour faire qu'à la fin, la vérité historique, c'est-à-dire que Louis XIV a vécu, Molière est devenu Molière, à travers toutes les pérégrinations qu'il invente d'une certaine façon, ça lui permet de retomber sur ses pattes historiques à la fin. Donc voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. Ça a été quand même présenté au Festival de Cannes, mais au Cinéma de la Plage, qui n'est pas la sélection la plus prestigieuse. Mais enfin, si vous avez envie de vous distraire, ça se laisse voir, et moi, j'ai pas envie de dire du mal d'un film comme ça. Alors, vu l'heure, on avance. Il faut quand même dire qui est Val d'Oise d'Or et qui est Sanglier d'Or pour ce dernier Cinécure de la saison. Oui, de la saison, parce que normalement, le prochain Cinécure aurait dû avoir lieu le premier mercredi du mois d'août, mais au mois d'août, la station est fermée parce que les travailleurs et les travailleuses prennent leur congé tout le mois d'août, du 1er au 31. Oh Oui, alors ça, c'est Milei, le président argentin, qui fait un direct depuis Buenos Aires et qui a commenté cet aspect de la politique sociale je l'ai fait française. sans l'accent, désolé, mais le cœur y a été. Et on reprend le premier mercredi de septembre, qui est, je crois, le 2, si j'ai bonne mémoire. Donc oui, le 2 septembre, avec l'émission de rentrée, on aura eu le temps de se reposer et puis de voir plein de films
pendant la rentrée. Alors vous allez me dire, je cause, le Val-d'Oise d'or. Ce qui arrive... oh là là, ça va pas être facile, mais il y a un seul film qui a été cité 2 fois. Et le film qui a été cité... il y a un film qui a été cité 3 fois. Le film qui a été cité 3 fois, c'est La bataille de Gaulle. Donc, c'est De Gaulle qui va gagner devant... il y a les films qui ont été cités en premier, c'est de la comédie De toute française. façon, c'est toujours lui qui gagne, même dans l'histoire. The Plague pour Bora, le diptyque La bataille de Gaulle pour Isabelle et Club Kid pour Sine Qua Non. Mais comme De Gaulle a été cité 3 fois, une fois premier, une fois deuxième, une fois troisième, c'est le général de Gaulle, j'écris ton nom et son diptyque qui arrive en tête. Alors par contre, et qui est donc le Val-d'Oise d'or du mois de juillet. Pour le Sanglier d'or, c'est plus compliqué, puisque Laurent a cité le Cardinal Rouge dans Disclosure, qui a un rôle très important, c'est lui qui déclenche tout. Isabelle le chien de Mas Palomas, et Rex dans la bataille d'Angleterre, et Petro... Qu'est-ce que tu as écrit ? Moi, j'ai rien écrit, moi. Sine Qua Non, oui, t'as pas... Ah ouais, non, patronyme. Rex dans la bataille de Gaulle, qui est Rex, quand même un nom d'animal au départ, et qui est le patronyme de Jean Moulin donc, dans la Résistance. Oui. Et voilà, non pas pour transformer Jean Moulin en animal, mais juste pour lui rendre bien de le préciser. Hommage de la façon la plus subtile possible. Bon, bah alors dans ces cas-là, quand il y a 3 noms qui sont nommés, je vais faire ce qu'on appelle mon Poutine à moi. Oui. C'est-à-dire que le sanglier d'or du mois sera Cardinal Rouge, l'oiseau de Disclosure. Voyons. C'est ce qu'on... Il y a quand même 2 noms de chiens. Bon, je ne veux pas te dire, mais... Il y a 2 noms de chiens, oui. Bah oui, mais un petit oiseau, c'est adorable. Bon, allez. C'est vrai qu'il est important dans Disclosure Day. Bah, allez, on dira qu'on fait 2 sangliers d'or, Rex, parce que voilà, ça accompagne le général de Gaulle qui a marqué ce mois-ci. Et puis, le Cardinal Rouge, c'est le deuxième. Finalement, les sangliers d'or, ce sont les animaux des 2 mammouths. C'est la première fois qu'on a en sanglier d'or des animaux des 2 mammouths. Voilà, donc ouais, c'est le zoo, quoi. C'est la première fois que c'est le zoo. Non, faut pas dire ça. On sort d'un mois exceptionnel, donc je vous donne rendez-vous à la rentrée. Et puis, alors je ne sais pas, Sine Qua Non, comment ça va s'articuler pour la suite. C'est la surprise. Ah, c'est la surprise. Il faudra se connecter le 2 septembre pour savoir. Non, si ça vous dérange pas trop, j'enverrai à toi et à Rebecca un SMS un peu avant pour que je puisse m'organiser. Enfin, en espérant que j'ai récupéré d'ici là ma fibre, mais peut-être que je serai rendu à la bougie si parti comme ça. Je connais pas le débit de la bougie, mais ça doit être quelque chose. Hein. Je commence à être habité par le doute technologique au dernier degré. Bon, en tout cas, ça nous a permis de faire une émission de clôture qui valait le coup, et on va terminer comme d'habitude par Ennio Morricone, et on dit quand même au revoir à tout le monde. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir, bonnes vacances à toutes et à tous. Au revoir, bonnes vacances et pas trop de chaleur. Et aller au cinéma, il y a la clim. Ah voilà, très bonne parole de fin. Et Alexandre, tu as une parole de fin ? Oui, il y a la clim, il peut y avoir des navets, mais on va pas le dire, voilà. Le navet, c'est plus un légume d'hiver, donc peut-être qu'il y aura que la clim et des bons films. Voilà. Non, manger des mangues, des fruits tropicaux, là, pour des grenades, des ananas tout frais, des pastèques, et puis à la rentrée. Allez, bye bye. Salut. Ciao. Ciao.